Alors, je vais commencer par quelques remerciements pour ne pas les oublier à la fin. D'abord, merci beaucoup à Decathlon qui nous reçoit. Merci à Frédéric de Clercq. Merci à toute son équipe ici à Wavre. Vraiment, c'est une grande joie pour nous de nous retrouver ici et ça a plein de sens, bien sûr. Merci aux intervenants, aux 5 intervenants. Il y a 4 plus un bonus que je vous présenterai tout à l'heure, qui viennent passer cette soirée avec nous et partager leur expérience, leur trouvailles, leurs questionnements aussi, leurs doutes peut-être. Merci à Sophie et à Nathalie de l'Aïe Louvain qui ont organisé ça de main de maître. C'est vraiment beaucoup de boulot et ce sont aussi devenus des rois du marketing. Grâce à ça, vous avez pu être touchés. Merci aussi à Pierre-Louis qui nous prête son application Kibet pour faciliter le débat tout à l'heure. Alors au niveau du programme de la soirée, je vais commencer par faire une tentative de cerner un peu la question de l'entreprise libérée. Je ne sais pas si nos experts seront d'accord avec ce que je vais raconter, je leur laisserai rectifier. Voilà. Après ça, nous aurons un premier témoignage de François Van Nuffelen. Ensuite, nous aurons les 4 pionniers qui livreront chacun leur témoignage. Et après ces témoignages, il sera environ 9h, entre 9h et 9h15, nous entamerons le débat. Donc on terminera le débat vers 10h. À partir de 10h, on se retrouvera autour d'une bonne bière ou d'autres choses pour continuer les débats, mais là, en face-to-face. Voilà. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Alors, parmi vous, il y a des experts de l'entreprise libérée. Il y en a qui ont lancé des entreprises depuis des années déjà. Il y en a qui accompagnent des entreprises. Et puis, il y en a probablement pas mal aussi qui ont entendu ce terme, qui se demandent bien de quoi il s'agit, ou ils savent plus ou moins. Et je voudrais essayer, mais je dis bien que c'est une tentative parce que le terme, je crois, en lui-même reste et est encore vague pour beaucoup de monde. Alors d'abord, je crois que tout patron, ce que Goethe appelle les patrons libérateurs, partagent 2 visions. Il y a une première vision qui est une vision de l'entreprise. L'entreprise n'est plus un moyen de générer du profit. L'entreprise est un instrument pour une autre au service d'une raison d'être. Une raison d'être beaucoup plus profonde, une raison d'être qui est au service de la société, une raison d'être qui est là pour contribuer quelque part à un monde meilleur. Alors, les profits, vous allez me dire, le profit est nécessaire, il est indispensable, ça devient un résultat qui devient un moyen, c'est aussi une contrainte. S'il n'y a pas de profit, le bateau coule. Et donc il faut en tenir compte comme d'une contrainte, mais pas comme d'un objectif. Une seconde vision que partagent les patrons libérateurs, pour la plupart, en tout cas ceux que j'ai fréquentés, c'est une vision de l'homme. Zobrist disait « l'homme est bon ». Il disait parmi mes collaborateurs, il en avait 400, il disait 97% d'entre eux sont compétents et honnêtes. Et toute l'entreprise, donc avant qu'il la transforme, est organisée pour les 3% de ceux qui sont ni compétents ni honnêtes. Donc ces patrons libérateurs, ils partagent cette vision que l'homme est bon, que l'homme est digne de confiance. La confiance, c'est vraiment un mot fort dans l'entreprise libérée. Et donc on va mettre en place un système qui permettra aux 97% de gens de fonctionner au mieux, en prenant le risque, bien sûr, que les 3% foutent un peu la merde. Mais le pari, c'est que ces 3% feront beaucoup moins de dégâts que la réussite des 97%. Alors l'approche dans ces entreprises, c'est de cesser d'essayer de motiver les gens. J'ai dirigé pas mal d'équipes et j'ai passé beaucoup d'énergie à essayer de motiver les gens. Et en fait, dans ces entreprises-là, on va créer ou co-créer plutôt un environnement qui sera automotivant. Un environnement qui permettra à chacun de satisfaire ses besoins fondamentaux. Alors, il y a pas mal de tentatives pour essayer de lister ces besoins fondamentaux et on est souvent d'accord sur 3 d'entre eux qui sont d'une part notre besoin d'autonomie, d'autre part notre besoin d'égalité intrinsèque, d'être vraiment traité d'homme à homme, d'adulte à adulte dans l'entreprise, et puis un besoin de développement. À ces besoins-là, moi personnellement, j'ai mis en ajouter 2 qui me paraissent essentiels, le besoin de contribution et puis le besoin qu'on a tous, qui est simplement le besoin d'amour. Alors, dans ces entreprises, tout est fait pour que chacun puisse être pleinement lui-même. On entend souvent que les gens, quand ils rentrent, ils passent la porte de leur entreprise, ils ont laissé 50%
voire beaucoup plus, de ce qu'ils sont au parking. Ici, non. Ce qu'on souhaite, c'est que chacun vienne avec tout ce qu'il est pour qu'il puisse être la meilleure version de lui-même, c'est-à-dire lui-même. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que la structure hiérarchique va céder la place à une structure qui est cellulaire. La structure hiérarchique qui va à l'encontre du besoin d'autonomie, dans la plupart du temps, le besoin d'égalité également, mais cède sa place à une structure cellulaire où chaque cellule a des rôles au service de l'entreprise, de sa raison d'être. Chaque cellule a son niveau d'autonomie. Chaque cellule est composée de personnes qui elles-mêmes ont leur rôle, qui sont distribués entre les différentes personnes. Le principe de subsidiarité, il prend tout son sens. Donc, principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les problèmes, les personnes qui sont le mieux placées pour résoudre les problèmes sont celles qui rencontrent ces problèmes. Ce sont celles qui sont le plus motivées. Et si elles ne veulent pas les résoudre, c'est probablement que le problème n'est pas si grave que ça. Ces entreprises définissent également un cadre de fonctionnement. Un cadre de fonctionnement, c'est-à-dire un peu comme un code de la route. Si vous êtes arrivé ce soir vivant avec votre voiture, c'est parce qu'il y a un code de la route qui permet à tous les usagers de la route de partager cette route de façon la plus sécure possible. Eh bien, dans les entreprises libérées, il y a également un cadre de fonctionnement qui va être co-créé par l'ensemble des collaborateurs. Ce cadre de fonctionnement va par exemple définir comment gérer un conflit, comment donner du feedback, comment recruter, comment définir les salaires, comment prendre des décisions, et ainsi de suite. Les managers cessent d'avoir un rôle de commander, donc de donner des ordres, et ensuite de contrôler que ces ordres ont bien été réalisés. Chacun, en fait, décide lui-même de son rôle et en fonction de la raison d'être de l'entreprise, donc décide lui-même en fonction de son rôle, de la raison d'être de l'entreprise, en respectant bien sûr le cadre de fonctionnement qui a été mis au point ensemble. Le contrôle, lui, fait place à l'autocontrôle. Alors certains deviennent des leaders, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en train de commander, mais ils inspirent. Et ils sont donc suivis. Ce ne sont plus ceux qui poussent les autres. D'autres deviennent des coachs. Donc leur rôle à eux, c'est d'aider les collaborateurs à grandir. Alors le travail ne repose plus dans l'entreprise par des descriptions de fonctions ou par des titres, mais sur des rôles qui sont partagés entre chacun en fonction des besoins de l'entreprise, bien sûr, de l'envie des personnes, de leurs compétences, de leur expérience. Je terminerai ce très rapide survol en disant que des entreprises libérées, probablement qu'il n'en existe pas. Par contre, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui avaient entrepris ce chemin de libération. Geoffroy aime bien le terme de chemin d'éveil. Une entreprise libérée, ce serait comme un statut, c'est fini, on y est arrivé. Alors que tout est toujours à faire. Certains sont au début du chemin, d'autres sont déjà bien loin. C'est tout un travail sur soi-même, au niveau du patron bien sûr, mais au niveau de chacun des collaborateurs pour grandir, pour aller vers toujours plus d'humanité. Voilà ce que je voulais partager au niveau des entreprises libérées. Et je vais céder maintenant la parole à François. Donc François, tu es le CEO de Babelway, une entreprise IT de 37 personnes qui est déjà installée sur 3 continents, qui a à peu près doublé ses effectifs, 4 continents, qui a doublé ses effectifs en 2 ans, 1 an, 2 ans, donc en pleine croissance. Au mois de juin, François avait décidé de se lancer sur ce chemin de libération. Et assez rapidement, il a rencontré pas mal de blocages, de questions qu'il va nous partager ce soir. Merci. Merci Pierre, bonsoir à tous. Je viens de gagner 1 minute de présentation de Babelway, donc vous avez déjà globalement les chiffres et quel genre d'activité on effectue. Donc nous, on a pris la décision il y a 3 mois, suite à la conférence super bien organisée par Laï Louvain chez Jacques Craé, de faire le pas, et j'ai lancé d'initiative finalement le projet qu'on a appelé chez nous la Self-Empowered Company, donc d'implémenter, de voir comment chez nous on allait implémenter les concepts d'entreprises libérées. Et donc, juste en guise d'introduction, je crois que je suis le bonus dans les présentateurs. Je suis là pour
poser des questions, bien que je suis déjà largement convaincu par les concepts, mais je joue le rôle de celui qui pose les questions. Et donc j'arrive avec quelques questions que j'espère que les panélistes vont pouvoir adresser, mais juste pour le remettre dans le contexte, on pensait qu'il y a 3 mois c'était le bon timing. Ça fait quelques années finalement que je m'intéresse un peu au sujet et que je lis la documentation avec scepticisme. Mais suite à la conférence de M. Craig, mon front est tombé. J'ai dit mais c'est pas du tout ce qu'il est écrit dans le bouquin, c'est un chemin. Et donc entamer le chemin, ça me paraît tout à fait une bonne idée. Au moins on peut décider ça. La deuxième contexte, donc on venait aussi de terminer un projet où on avait fait, suivant la méthode de Simon Sinek, une analyse de notre raison d'être, de notre why, et on était arrivé à la conclusion que ce qui nous définit le mieux comme valeur fondamentale, c'est le self-empowerment, donc l'autonomie ou l'auto-autonomisation. Donc la deuxième chose, c'est qu'avec l'arrivée de tous ces nouveaux collaborateurs, on a parlé de notre croissance, j'avais aussi le sentiment qu'il fallait garder la culture qui a fait notre succès et il fallait donc la verbaliser et pour pouvoir qu'elle puisse se perpétrer. Donc globalement, le projet d'entreprise libérée était tout à fait en cohérence avec nos valeurs et avec notre stratégie. Alors on est tout récent dans le processus et ça fait 3 mois qu'on y travaille. Il y a eu les vacances, on ne peut pas dire qu'on a fait... On a eu beaucoup de réunions, de questionnements, et donc je voudrais juste partager 5 questions qui sont les miennes, qui ne sont pas forcément celles des collaborateurs, mais qui sont les miennes en tant que CEO de Babelway. La première, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de prendre le risque de casser le jouet ? Donc l'entreprise va bien, les collaborateurs sont, pour la grande majorité, manifestez-vous, heureux d'être chez Babelway. Ouais. Tout va bien. On est en train de mettre un chantier qui fait se poser beaucoup de questions. On a encore une boîte de petite taille. On est de plus dans le secteur informatique. Une mauvaise décision peut vraiment avoir des conséquences catastrophiques pour nous. Et ce que je pense, c'est qu'on n'est pas tous égaux sur la compétence de prise de décision. Il y a des gens qui ont été fermés pour prendre des bonnes décisions. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de donner de l'autonomie à des gens qui pourraient aller casser le jouet? Donc ça, c'est une de mes questions qui me taraude en disant ouais, j'aime beaucoup les concepts, mais jusqu'à quel point? La deuxième question qui me paraît importante, c'est est-ce que moi, qui ai créé cette société, je vais être plus heureux en conséquence? Il faut comprendre que ma motivation personnelle profonde derrière la création de ma boîte, c'est la liberté. C'était me débarrasser de la hiérarchie, c'était me débarrasser de chef, et d'avoir le choix de faire le produit que j'ai envie, de le faire dans le marché dans lequel j'ai envie, de le vendre au prix que j'ai envie, de le vendre, de travailler à l'endroit que j'ai envie, avec qui j'ai envie. Et plus la société grandit, plus mon degré de liberté diminue. Je choisis de moins en moins ce à quoi je passe mon temps, je choisis de moins en moins avec qui je travaille. Et finalement, je décide de faire l'entreprise libérée quelque part en me disant « mais tiens, voilà une solution de me retrouver de la liberté ». Mais est-ce que de vivre la décision des autres qui va peut-être m'être imposée va me rendre plus heureux? Deuxième question. Alors celles-là, elles sont un peu compliquées à répondre pour les panélistes. Et j'ai 3 autres questions. Donc la troisième, qui sont beaucoup plus terre à terre. Et ça, j'espère vraiment bien ressortir avec un début de réponse ou une réponse. C'est dans une entreprise libérée, qui a le pouvoir de virer? Qui décide, qui juge qu'une personne, les 3%, n'est pas performante ou n'est pas suffisamment collaborative et qu'elle doit partir? Comment décide-t-on de séparer les gens? Deuxième question, quatrième question dans l'ordre, mais aussi bien pratique, c'est comment faites-vous dans vos entreprises, je n'ai pas envie d'avoir la théorie, je l'ai lu. Fait-on avec les nouveaux? On a plein de nouveaux collaborateurs et par définition presque, ils sont pleins d'enthousiasme, avec pas beaucoup de connaissances de l'environnement dans lequel ils arrivent, et avec la perception qu'ils ont beaucoup plus de connaissances que ce qu'ils ont. Et donc, on a comment fait-on pour justement réduire leur scope de décision au moment où ça paraît dangereux, mais par contre augmenter leur responsabilité au fur et à mesure? Comment fait-on l'évaluation des performances? Comment augmentons les responsabilités des gens? Et ma dernière question, c'est j'entends que au lieu de management, on documente, on crée des process, on décrit des rôles, et il y a un énorme travail documentaire, comme je comprends.
Et ma question très pragmatique, c'est combien de points d'overhead est-ce qu'on est en train d'ajouter dans une entreprise libérée ? On est dans un milieu très dynamique, très mouvant et en pleine croissance. La nébulosité chez nous est grande. Et voilà. Et donc, l'enlever me paraît utopique. Ce sont les questions que j'avais. J'espère que je vais avoir des débuts de réponse. Je me réjouis d'entendre nos panélistes et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Voilà, je crois que le débat est presque lancé avant vos témoignages. Bon, vous aurez le temps de réfléchir comme ça. Alors, notre premier témoin, notre premier pionnier, c'est Jacques Craé. Donc, Jacques est le CEO de Kosukra, une entreprise à Warcoing, donc dans le Hainaut. 350 personnes, Jacques ? 300 personnes, une ancienne sucrerie qui a réussi une transformation assez extraordinaire pour être à la pointe de tout ce qui est agroalimentaire, des protéines de pois, entre autres, et des choses bien particulières. Alors, Jacques est aussi le futur président de l'Union wallonne des entreprises. Donc, on est très heureux, Jacques, de t'avoir parmi nous et je te passe la parole. Bonsoir. Bon, c'est assez impressionnant de vous voir là, tous des visages que je ne reconnais pas. Vous êtes tous attirés par le sujet, c'est assez émouvant parce que c'est presque la base de mon engagement à l'Union wallonne. Alors, le débat, ou plutôt la question que Pierre m'a posée, était de savoir finalement pourquoi ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit si intéressé et si motivé, comme ce soir, à venir et à nous écouter. Je pense qu'on vit une époque extraordinaire. On vous parle de crise tous les jours, on vous parle de beaucoup de choses qui ne vont plus, on vous parle de problèmes d'énergie, de problèmes de ressources, de problèmes industriels, de pollution. Et je pense qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est la fin d'un monde. C'est la fin du monde industriel thermique tel qu'on l'a connu les 50 dernières années. Et donc on vit une époque extraordinaire parce qu'en fait, on sent bien qu'on est en train de quitter un monde et intuitivement, on se dit, oui, mais où est-ce qu'on va ? Quel est le nouveau monde qu'on nous promet ou que l'on va peut-être découvrir un jour, peut-être de notre vivant, peut-être pas. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on ressent cette difficulté ou cet avenir un petit peu flou dans lequel on se trouve. Et donc face à ça, comme on est quand même des êtres tout à fait bien conformés, avec une intelligence, on est tous passés par l'université, on est un peu pris de court parce qu'on est terriblement rationnel. On a été éduqué dans la rationalité et que l'on a perdu beaucoup de choses entre-temps. Une des choses qu'on a perdues, c'est le sens de l'autre, et particulièrement en entreprise. Donc, je ne comprends toujours pas, mais moi-même, j'étais pris pendant les 3/4 de ma carrière. J'ai été pris dans le système aussi, et j'appelle le système l'organisation classique de l'entreprise. Où, comme tu le disais, finalement, avec Milton Friedman, allez, on s'est laissé aller à dire, bah oui, the business of business is business. C'est tout. Il faut gagner de l'argent, on est là pour ça. La valeur actionnariale, on a même joué en français sur le mot valeur, qui, vous savez, peut être de l'argent ou peut être une valeur morale. Et donc on s'est laissé prendre de manière très inconsciente dans un système dans lequel finalement l'entreprise était une machine à produire. Évidemment, on comprend alors qu'à un certain moment, plus on produit, au plus on diminue les ressources. Et donc il y a la fin de cette industrie basée sur les ressources. De l'autre côté, on a quand même quelque chose qui se dessine, mais dont on ne sait pas encore trop bien comment il va se dessiner. Bien sûr, il va se dessiner sur la frugalité.
C'est-à-dire, il va falloir diminuer nos consommations sérieusement, que ce soit en énergie, que ce soit en ressources, que ce soit en biens de tous les jours. Il faudra fameusement diminuer notre volonté de consommer. Mais de l'autre côté, il se dessine aussi des choses très intéressantes. Du côté digitalisation, on est encore en train de jouer, là, avec Facebook et LinkedIn, etc. Par contre, là, on sait qu'on peut, avec ça, retrouver énormément de capacités humaines à se mettre en relation, à augmenter nos connaissances, à échanger et à pouvoir progresser dans tout ce que finalement on a un peu laissé tomber en se disant moi ce qui compte c'est ma carrière, c'est mon avancement et puis l'argent que je reçois pour que je puisse me payer une retraite. Et donc tout ceci m'amène à dire c'est pas par hasard que l'on est si nombreux ce soir, c'est pas par hasard que l'on se retourne vers la relation humaine, l'humanisation du travail et finalement quel est le but de tout ça. Et donc, j'aimais déjà bien l'idée « why ». La première question, c'est pourquoi tout ça ? Pourquoi est-ce que... Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ? À ce moment-là, quand on commence à se poser ces questions, ça devient tout à fait intéressant et surprenant dans la position d'un patron de se poser la question « pourquoi ?» Parce que c'est très dérangeant. Ça devient vraiment un peu... ça tourne dans la tête. Et je dirais, il faut provoquer ça. Il faut que le patron se pose cette question. Et c'est ma raison pour laquelle je me suis engagé, je vous l'ai dit, d'abord dans une animation au sein de l'Union Wallonne sur les innovations managériales. Et puis je me suis dit, mais non, mais les patrons, ils sont là, ils ont beaucoup plus que ça. Ce sont des leaders et ils ne s'en rendent même pas compte. Vous savez, moi je suis régulièrement à l'Union Wallonne, qu'est-ce que j'ai entendu ? Bon, ben, c'est un syndicat de patrons. Donc le syndicat, c'est pourquoi ? C'est pour aller faire du lobby, pour demander diminuer les charges sociales, diminuer le prix de l'énergie. Et quelque part, le patron, il oublie qu'il est l'animateur d'une équipe, voire d'une grande équipe, et que donc, il a beaucoup plus de pouvoir qu'il ne le croit. Mais du pouvoir, pas dans le sens de la décision, mais dans le sens de l'influence. Il a d'abord une énorme influence dans son entreprise, fatalement. On le reconnaît comme étant le patron, donc c'est lui qui décide de tout, croit-on. D'autre part, il a une énorme influence parce que les gens qui vivent avec lui tous les jours influencent aussi leur famille à l'extérieur de l'entreprise. Puis ils influencent aussi les fournisseurs, ils influencent les clients. Donc ils ont une énorme influence puisque notre monde est essentiellement économique. Et donc partant de là, ma conviction est qu'il faut que les patrons se rendent compte qu'ils ont un rôle sociétal à jouer. Et dans le bon sens du terme. Il n'y a plus de temps à passer à négocier. Bien sûr, il faudra continuer à le faire un certain temps, mais ça n'est plus l'essentiel du métier. L'essentiel du métier, ce sera d'animer et d'être convaincu qu'il y a un nouveau monde qui se crée. Sera-t-il industriel ? Sera-t-il dans le circuit court ? Sera-t-il dans l'entreprise libérée ? Personnellement, c'est ma croyance. Et donc, la conclusion de ceci, c'est que les patrons doivent être convaincus et doivent donc arriver à faire un déclic dans leur tête, arriver à voir le monde autrement, à sortir de la façon classique dans laquelle ils sont mis depuis leur enfance. N'oublions pas qu'on a tous été à l'école, on a été formatés de manière industrielle, on était dans l'époque industrielle, et donc l'enseignement aujourd'hui qui a tant de difficultés, c'est qu'il date de l'ancien monde, c'est-à-dire la formation, et on attend de vous d'être formés et d'être formatés comme ça. Et donc vous réussissez ou vous ratez. C'est ça le gros problème de l'enseignement. Je ne vais pas commencer à parler de l'enseignement, mais il me reste combien de temps ? 2 minutes. Et donc, si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui,
je crois que c'est parce que vous avez des attentes, et ces attentes sont très difficiles à transformer. Il y a évidemment le problème de l'éducation et de l'âge. Vous savez bien que plus on est vieux, au moins on change, on aime bien ses petites habitudes, on a sa zone de confort. C'est quand même plus à 50 ans qu'on va commencer à réfléchir à ce qu'on va faire dans la vie, quand même. Puis, j'ai l'impression quand même que l'on est aussi déformé par le fait que on ne nous a jamais demandé notre avis, sauf les patrons. On a toujours fait en âme et conscience ce qu'on pensait devoir faire. Et puis, maintenant, on nous demande « Ah, mais non, mais au fond, qu'est-ce que tu penses de ceci et qu'est-ce que tu penses de cela ?» Je ne sais plus comment tu as formulé ta question, il faudrait que je me chose, mais je ne vais pas répondre tout de suite, je pense que c'est prévu plus tard. Mais je crois que toutes ces questions sont absolument normales, et donc je me les suis posées. Je n'ai pas la réponse complète aujourd'hui. J'ai des éléments de réponse et de réflexion, mais c'est un réel chemin qui doit normalement aboutir quand même relativement vite, parce que personnellement, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps avant que... Vous savez que quand un monde s'écroule, il faut quand même que le monde suivant se pointe suffisamment rapidement. Il y a une certaine urgence à agir. Mais les bonnes nouvelles, c'est que, notamment en Wallonie, on est assez bien armé pour ça. Donc je pense qu'on est un nombre très élevé de petites entreprises. La moyenne des entreprises en Wallonie, c'est 15, même un peu moins. Donc ce sont des petites entités tout à fait capables de comprendre et d'avancer de manière très, très significative en quelques années. Voilà, maintenant il faut que je trouve une chute à ce que je viens de dire. Écoutez, voilà, moi je suis prêt à partager toutes ces convictions. On peut passer toute la nuit ensemble, il y a beaucoup de choses encore à dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un chemin extrêmement enthousiasmant. Et donc, même si on a des difficultés, même si on se pose des questions, en tant que patron, le fait d'avoir pu rencontrer les gens maintenant sans barrière psychologique, la barrière hiérarchique, c'est-à-dire je ne vais pas aller retrouver les ouvriers sur le terrain parce qu'ils vont penser que je suis en train de regarder s'ils font bien leur boulot, etc. Et surtout, est-ce que je vais bypasser la hiérarchie parce que finalement, si le patron descend et demande et s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain, le manager va lui commencer à penser je suis quoi et est-ce que je vais être critiqué, qu'est-ce que je vais recevoir, etc. Bien, tout ça a disparu. Et donc, même si je suis encore vu comme le patron, de plus en plus, je ressens bien que les gens me voient comme un être humain, comme un autre. Et ça vaut de l'or. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Je crois qu'il y a toute une réflexion là sur le rôle de ce que c'est que d'être un patron aujourd'hui et demain. Alors, notre témoin suivant, ce sera Frédéric de Clercq. Frédéric est donc de Decathlon depuis de nombreuses années, 21 ans, c'est ça. Frédéric était directeur opérationnel de Decathlon Belgique et avec le DRH de l'époque, tu es à l'origine de toute cette réflexion sur la libération chez Decathlon depuis déjà pas mal d'années et qui a d'ailleurs inspiré, je dirais, la maison mère. Alors aujourd'hui, Frédéric accompagne la transformation managériale de Decathlon. Frédéric, à toi. Bonsoir à tous. Bienvenue d'abord chez Decathlon à Wavre et merci à l'équipe de nous recevoir, c'est très sympa. J'ai envie de commencer mon intervention par vous poser une question. Donc je vais vous demander de prendre 30 secondes en silence, c'est un exercice difficile, et de réfléchir à cette question. Est-ce que quelqu'un dans votre vie essaie de vous rappeler les personnes qui vous ont fait confiance dans la vie? Voilà, je vous laisse 30 secondes. Qui vous a fait confiance dans votre vie? Laisse réfléchir.
Et peut-être que ça a provoqué chez vous cette confiance. C'est dans le timing. Voilà, j'ai l'impression que c'est bon. Alors, je vais vous proposer un deuxième exercice, c'est de vous retourner vers votre voisine, votre voisin, et de partager pendant 45 secondes cet exemple. Alors, c'est difficile, on est beaucoup, mais c'est faisable. Je vais vous demander une consigne très importante, je ne fais qu'écouter. Donc, je témoigne à mon voisin cet exemple d'une personne qui m'a fait confiance et ce que ça a provoqué chez moi. Je vous laisse 45 secondes pour parler de ça avec votre voisin, et après 45 secondes, on inversera. Je vous en prie, allez-y. Ok. Parfait. Voilà, merci. C'est passionnant de vous voir échanger sur la confiance. Voilà, je vous demande de revenir. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir joué le jeu. C'était quoi l'objectif derrière ce jeu? Il y avait deux objectifs pour moi. Le premier, c'était vous parler de la confiance, qui va être l'objet de mon intervention, mais aussi, peut-être surtout, vous parler de ce qui est devenu une pratique dans nos réunions chez Decathlon aujourd'hui depuis 4 ans. On commence toujours nos réunions collectives, nos moments ensemble, par un échauffement. Cet échauffement qu'on appelle l'inclusion, ici on l'a fait vraiment en 2 minutes, c'était évidemment un peu pour rire, on prend un peu plus de temps. C'est quoi l'objectif de cette inclusion? L'objectif de cette inclusion, c'est d'essayer d'oublier ce qui s'est passé avant la réunion. Souvent, on a des moments peut-être de tension. Il peut y avoir un déplacement en voiture. Pour le moment, c'est vraiment difficile d'ailleurs en voiture. Donc, avoir un temps comme ça pour pouvoir réfléchir et surtout d'essayer d'avoir des participants qui sont vraiment là et qui vont pouvoir être pleinement présents pour la réunion. Donc, c'était pour ça que je voulais vous faire cet exercice. Alors Pierre m'a demandé de faire une intervention sur Decathlon et notamment sur ce qu'on vit chez Decathlon depuis 4 ans. J'étais parti dans un premier temps pour essayer en 10 minutes de vous raconter tout ça. J'avais vraiment fait l'exercice et en fait, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas pour 2 raisons. C'était impossible en 10 minutes, ça paraissait très complexe. Et puis surtout, je pense le plus important, je trouvais ça très impersonnel. Je racontais une histoire qui n'était pas vraiment celle que moi j'avais vécue. Et donc j'ai changé tout et je me suis dit, je vais plutôt vous parler de ce que moi je vis depuis 4 ans, personnellement. Donc en 2014, Pierre l'a dit, j'étais le directeur des opérations pour Decathlon Belgique. Donc j'avais en charge l'ensemble des magasins belges et la logistique. Donc quand je dis en charge, j'étais responsable à la fois du bon fonctionnement humain et économique de ces magasins. Decathlon Belgique, à ce moment-là, c'était environ 2500 personnes. Et donc, face à cette fonction, j'avais un certain statut, j'étais reconnu, je dirais, à l'externe, à l'interne. C'était plutôt facile d'imaginer ce que je faisais, c'était pas trop compliqué d'imaginer mes responsabilités. Par contre, personnellement, je vivais ça de moins en moins bien. Je vivais ça moins bien, pourquoi? Parce que je sentais de plus en plus un poids que je portais, puisque toutes les décisions, et beaucoup de décisions passaient par moi. Des décisions d'opération commerciale, de nomination d'un directeur, d'une directrice, d'un inventaire, voire de la couleur du bâtiment, et c'est vraiment ça. Et donc ça devenait vraiment un poids que je vivais de moins en moins bien. J'avais pris l'image de tirer à 15 tonnes, en fait. Et à ce moment-là, j'étais dans cette posture, assez seul, je trouve, même si j'avais plein de bons collègues, je me sentais pas assez seul face à cette situation. Et donc en 2014, Romuald Sanen, en effet, tu en as parlé, Pierre, qui est le DRH de Decathlon Belgique et qui est là ce soir, me propose de suivre une formation à Paris, dans une entreprise qui s'appelle Toscane, qui parle d'entreprise libérée. Alors personnellement, en 2014, ce mot ne me disait rien. D'ailleurs, il me dit toujours rien. En fait, je ne me sentais pas du tout en prison en 2014. Au contraire, j'avais beaucoup d'autonomie. Mais il me dit, viens, ça va te plaire, Fred, ça parle de management et je sais que tu aimes bien. Je lui fais confiance. J'arrive là-bas et ma naïveté à ce moment-là, c'est de me dire, je vais prendre une méthodologie. Je vais rentrer chez Decathlon Belgique par ma fonction de directeur des opérations. Je vais libérer Decathlon Belgique. C'était ma naïveté 2014. Très vite, on me dit, attention Fred, pour libérer, il faut d'abord se libérer soi-même. Me libérer de quoi? Et donc on commence à me parler, de me libérer de tes croyances, de ta relation à ton ego. Il va falloir que tu travailles mieux ton écoute. Il va falloir que tu fasses peut-être part plus de tes vulnérabilités. Et là, je découvre un nouveau monde, une nouvelle manière de fonctionner, qui aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, a changé ma manière de vivre. En fait, ma manière d'avoir des relations avec mes proches, avec mes amis, avec mes collègues. Et donc à ce moment-là, 2014, je reviens à cette formation emballé, et je commence à faire quelques changements dans ma propre équipe.
Donc j'étais directeur des opérations, je manageais des directeurs régionaux qui manageaient des directeurs. Et avec eux, on commence à faire des nouvelles choses, on commence à s'écouter différemment. On commence à parler plus seulement d'économique, mais plutôt de ce qu'on ressent par rapport à l'économique, ou comment on se sent par rapport à l'entreprise. Et donc, avec Romuald toujours, on se dit, on va lancer une première journée qu'on a appelée à l'époque la Liberation Day. Vous voyez qu'on utilisait le mot quand même. Et c'était en septembre 2014. On invite environ 150 personnes de Decathlon Belgique, de tous les métiers. Et là, notre message à tous les deux, c'est osez. On vous fait confiance. Allez-y, tentez des choses. Le message de liberté passe super bien. Le message de responsabilité, un peu moins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plein d'initiatives sont prises partout, dans les magasins. Certains changent le mobilier, d'autres changent l'agencement, d'autres changent l'organisation. La difficulté pour moi à ce moment-là, c'est de laisser faire, de faire confiance. C'est pour ça que je vous ai parlé de la confiance. Comment je n'interviens surtout pas. Au contraire, comment je félicite ceux qui ont essayé. Et là, tout ce parcours commence à changer. On se dit, bravo, bravo pour les initiatives. On va voir comment on peut avancer par rapport à ça. Toujours avec Romu, on se dit, donc on va commencer à essayer de faire des formations qui vont accompagner ce qu'on a vécu en 2014, pour accompagner ceux qui veulent aller là-dedans. Le parti pris qu'on a, c'est d'attaquer avec les first followers, ceux qui ont vraiment envie d'y aller, tout en respectant ceux qui n'y vont pas. Et en se disant, ça viendra plus tard. Après cette Liberation Day, arrive toute une série de moments de formation, j'en parlais. Après arrive une période où on se dit, il faut qu'on change d'organisation. En tout cas, moi, je sens que c'est plus nécessaire de fonctionner comme on fonctionne. Une opportunité arrive, un directeur régional part pour Decathlon France. Moi, j'organise une réunion en 2016 en disant, messieurs, dames, les directeurs, les directrices, moi, je ne veux plus fonctionner comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait fonctionner? Et je propose l'idée de se dire, qu'est-ce qui marche bien maintenant? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et qu'est-ce que serait votre vision, en fait, dans 2-3 ans? Qu'est-ce qui serait l'idéal pour vous? Et cette vision, on y est aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de directeurs régionaux, il n'y a plus ma fonction, il n'y a plus de comité de direction. On est organisé plutôt par réseau, plutôt par agglomération. Et donc, ça a quelque chose qui a changé très fort la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Peut-être encore 2 exemples qui m'ont touché. C'est un exemple qu'on a eu par Frédéric Laloux. Alors, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est quelqu'un qui a écrit le livre Reinventing Organization et qui est quelqu'un qui nous a pas mal accompagnés à distance, je dirais, surtout. Et lors d'une visioconférence avec lui, puisqu'il vit aux États-Unis, il nous parlait, on lui racontait ce qu'on vivait. On lui racontait notre fonctionnement de Decathlon Belgique, comment on avançait, comment on recrutait, puisque pour le moment, les équipes recrutaient elles-mêmes, comment on se rémunérait, puisque maintenant, il y a beaucoup de gens qui choisissent leur salaire, comment on s'organisait. Et on lui raconte tout ça, et assez passionné, il nous dit bravo, c'est super, ça me donne envie. Par contre, quand vous m'expliquez tout ça, en fait, je suis un peu paumé, je suis un peu perdu. Si j'étais un nouvel embauché chez Decathlon Belgique, j'arrivais en Belgique, je me dirais, mais comment je dois faire? Dans mon intégration, comment je dois apprendre à fonctionner comme vous? Et donc, il nous met devant notre responsabilité en disant, je pense que Romu, Fred et puis tous les autres qui ont suivi, si vous ne mettez pas en place quelque chose d'un peu plus cadré, ce que vous vivez va s'arrêter. Vous aurez fait un truc sympa, mais ça va péricliter. Et donc là, on a pratiquement une baffe comme ça qu'on prend au mois d'août l'année passée. Et en même temps, maintenant, 1 an après, je pense que c'est ce qui a très très fort changé la Belgique, Decathlon Belgique. On a appelé ça nos rituels. Nos rituels, on a appelé ça aussi nos best for now, c'était ce que disait Frédéric Laloux. C'est-à-dire, on s'est dit, on recrute par exemple de manière collaborative et uniquement de manière collaborative. Mais ça veut dire quoi, recruter de manière collaborative? Comment je fais? Comment je pratique cette manière de fonctionner? Et donc, on a commencé à formaliser ce qu'on a appelé les best for now. Et j'insiste, pourquoi for now? Parce que justement, ça peut évoluer. Sinon, c'est un nouveau cadre enfermant. C'est quelque chose qui est plutôt la somme de ce qu'on essaye depuis 3 ans, 4 ans, et qui peut aider la personne qui veut essayer le recrutement collaboratif. On a fait ça pour la rémunération, on a fait ça, etc., pour différents rituels. Comment on s'organise? Aujourd'hui, ouvrir un magasin, c'est plus un comité de direction qui valide. Si le magasin de Wavre veut agrandir son magasin, il peut le décider uniquement en respectant une chose, ce qu'on appelle un advice process, c'est-à-dire je consulte toutes les personnes impactées par ma décision. Dans le cas de mon exemple, Mathieu, à mon avis, et son équipe consulteraient les autres directeurs de la région, probablement le service financier, probablement le service immobilier, mais ne passeraient plus devant un comité qui valide, comme c'était le cas auparavant. Voilà, je terminerai parce que je pourrais en parler aussi très longtemps, et surtout, je me réjouis d'avoir vos questions tout à l'heure, en vous disant que, peut-être une affirmation, ce n'est pas un projet.
c'est tout sauf un projet. On nous a souvent partagé ça en disant c'est un projet. Non, c'est pas un projet. C'est une manière de fonctionner. Une manière de fonctionner personnellement sur laquelle je ne saurais pas revenir. On prend l'exemple, je crois que j'ai vu la photo derrière d'un saut en parachute. Je pense vraiment à cette image du saut en parachute est très juste. Moi, j'ai vraiment sauté en parachute et je ne sais pas remonter dans l'avion. Donc travailler autrement me paraîtrait impossible. Je pense aussi que c'est quelque chose aujourd'hui qui m'a apporté moi personnellement beaucoup de bonheur dans ma manière de fonctionner. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup dans le pays qui ont vraiment apprécié de fonctionner comme ça. Mais je tiens aussi à dire peut-être quelque chose d'important, c'est pas facile. On disait tout à l'heure, en faisant le point avec les orateurs, c'est tout sauf le pays des bisounours, comme souvent je l'ai entendu. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans une situation comme ça. Il y a beaucoup de difficultés, notamment pour le middle management. Qu'est-ce que je deviens ? Moi, qu'est-ce que je suis devenu ? Qu'est-ce que j'allais devenir ? Et ça, il faut l'avoir en tête. C'est aussi un système qui peut être perçu comme plus lent, mais à mes yeux, c'est vrai peut-être à court terme, mais à long terme, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre, et c'est sûrement pas qu'une voie tranquille. Mais je dirais aussi que ça va peut-être aller sur d'autres aspects. Moi, j'ai beaucoup d'espoir que ça touche aussi d'autres secteurs, le secteur de l'enseignement, le secteur du milieu hospitalier. Moi, je connais dans ma famille pas mal d'infirmiers et d'infirmières qui auraient vraiment besoin de fonctionner comme ça. Je dirais même le secteur politique, qui, à mon avis, doit complètement se réinventer également. Donc mon espoir, moi je suis quelqu'un de très optimiste, c'est que ça va toucher tout le monde. Et en tout cas, moi je suis super dispo pour en parler à un maximum de monde et aider tous ceux qui ont envie d'y aller. Voilà. Merci Frédéric. On sent que tu as envie de nous dire beaucoup plus et on aurait envie de t'écouter beaucoup plus, mais bon. Voilà. Donc notre pionnier suivant, c'est Geoffroy Fauveau. Geoffroy est le cofondateur et le CEO de Onirix. Onirix, c'est une entreprise de consultance qui est basée à Gembloux, pas très loin d'ici, et qui a commencé cette aventure un peu sans le savoir il y a déjà de très nombreuses années. Geoffroy. Bonsoir. Donc moi je vais essayer de vous présenter deux processus assez concrets. Et je vais vous parler d'expériences concrètes telles que nous on la vit chez Onirix. Et je vais d'abord vous présenter comment s'est passé chez nous le fait de passer en autodétermination, enfin la possibilité d'autodéterminer son package. Donc à un moment donné, on a remarqué que on fonctionnait d'une manière sur ce point-là encore assez classique ou de manière très participative, mais finalement dans la PME, c'était moi qui décidais, qui gérais les packages et donc les augmentations. Et à un moment, on a constaté que c'était plus satisfaisant. Ça ne correspondait plus à une gestion telle qu'on le souhaitait, donc on a fait face à des problèmes, à des personnes qui se plaignaient, on remarquait des tensions. Et ça, c'est un point important, c'est une tension, un problème est pour nous une opportunité d'amélioration et de transformation. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, ok, on a un problème, ça ne marche plus comme on le souhaite, on va créer un groupe de travail. Donc on a réuni quelques personnes qui ont dit ok, on va plancher sur le sujet. Et puis pendant le groupe de travail, une des personnes a dit ok, c'est bien, on en discute, mais moi j'ai envie d'agir. Elle a dit on parle de la transparence, je publie mon package. Et donc il a créé un petit document sur l'intranet, il a balancé son package, et puis il a invité tous ses collègues à dire ben voilà, appliquons, tous ceux qui veulent publier votre package. Et en un mois, 60% de la société a d'initiative publié son package, et la transparence salariale a commencé comme ça. Transparence salariale qui était un des prérequis pour pouvoir commencer à passer en autodétermination de son package. Du coup, on s'est dit, ok, allons plus loin, faisons un pas en plus. Cette année-là, on avait fait un bonus collectif, on va dire, en tant que gérant, j'ai dit plutôt que de décider l'affectation, j'ai lancé un advice process, comme l'expliquait Frédéric, pour dire, ok, décidons collectivement de comment on va s'affecter cette enveloppe d'un bonus collectif. Ça a donné une première expérience, ça a confronté un peu aussi tout le monde à tiens, comment je me positionne face à des données financières. Ça nous a permis de comprendre que la transparence, c'est une bonne chose, mais qui dit transparence de l'information dit d'être confronté à une information et que ça nécessite aussi une certaine maturité pour pouvoir appréhender correctement cette information. Du coup, ça nous a fait travailler, ça a été une première expérience qui était une réussite. Et dans la foulée, on s'est dit, ok, on va structurer un processus qui va permettre aux personnes qui sont dans la transparence salariale d'autodéterminer son salaire. Et donc on l'a constitué autour d'un auto-feedback, de dire ok, si je dois me positionner sur mon salaire, mais quelque part je vais reprendre le rôle que mon manager faisait avant, c'est-à-dire de m'évaluer, donc je vais m'auto-évaluer, je vais faire un auto-feedback, je vais aller prendre l'avis de mes collègues, ce que globalement mon manager y fait, c'est d'aller chercher des renseignements autour de moi, et puis je vais devoir m'intéresser à des données auxquelles je ne m'intéresse pas forcément d'habitude, c'est-à-dire
C'est quoi la santé financière de la société? C'est quoi le pipe commercial de la société? C'est quoi la dimension d'un cadre de salaire? C'est quoi des enquêtes salariales qui me donnent mon niveau de salaire? Et donc on a construit en fait une obligation de s'informer sur l'état de la société pour pouvoir se positionner. Et on était à ce moment-là 2 gérants. En tant que gérant, on a lancé nous-mêmes le processus en allant dans une modification de nos packages, dans la transparence salariale. Et un des 2 gérants, c'était pour une diminution de son package, ce qui a un peu marqué les esprits aussi, de dire on n'est pas là simplement pour toujours en gagner plus, on réajuste son package par rapport à la situation personnelle ou de la société. Alors, on l'a lancé comme ça a démarré. Et puis, comme tout processus, comme l'a dit Frédéric, comme d'autres personnes, c'est vivant. On pensait qu'on avait créé quelque chose de superbe. Et puis là, on s'est rendu compte que c'est bien, mais le feedback, ça a commencé à être du clashage en public. Et donc, on s'est dit, oui, non, c'est pas vraiment ça le but. On a commencé à voir qu'on a eu 1 ou 2 personnes qui ont pété un câble face à l'information du salaire de ses collègues. Quelqu'un qui rentre dans la boîte et qui voit le salaire de quelqu'un qui a 40 ans d'expérience et qui panique face à l'information, qui pète un câble. Donc on s'est dit, OK, on a besoin d'apprendre et de recadrer, d'encourager, d'accompagner. Et donc je vous partage quelques apprentissages qu'on a faits. D'abord, on s'est dit, OK, démarrer ce genre de processus un peu n'importe quand, en fonction de la demande, ça fout le bordel. Donc on a annualisé le processus, ce qui permettait aussi d'avoir des séances d'information groupées pour toutes les personnes sur l'état de finances de la société, etc. Puis on a remarqué aussi que, donc je disais, les clashages dans les feedbacks en public, ce n'était pas l'objet. Donc on a cadré aussi la notion de feedback, avec les personnes vont chercher un feedback et puis font un auto-feedback qui reste confidentiel, où elles le diffusent à qui elles veulent. Ce n'est pas une transparence obligée, l'information est accessible si c'est nécessaire. Donc on a modifié aussi l'espace de transparence pour ramener des principes qu'on connaît dans le monde de la sécurité, c'est le need to know. Quel est mon besoin d'en connaître? Et si je n'ai pas le besoin d'en connaître, la transparence peut devenir de la curiosité malsaine. Donc c'est aussi de recadrer dans le sens de la transparence. Et puis on a remarqué aussi que parfois certains garde-fous restent nécessaires. Et donc on a cadré le processus non pas par une validation individuelle, mais au niveau de la gérance, on garde le droit de valider l'enveloppe globale. Donc quand un processus annuel d'augmentation se fait, je ne sais pas à quoi ça va mener, mais je me garde le droit de dire, OK, là, l'enveloppe globale qui se dégage, c'est pérenne ou pas pour la société. Et si ce n'est pas pérenne, je renvoie l'info à toutes les personnes qui sont engagées dans le processus et ils revisitent leur choix. Jusqu'à présent, je n'ai jamais dû le faire. Donc c'est que les personnes se renseignent assez bien. Alors, cette année, le processus a été un peu perturbé en termes de timing. Donc là, on l'a encore modifié sur base de l'apprentissage. Et on remarque cette année que la notion de se confronter à l'information n'est pas forcément évidente. Et donc, qu'est-ce qu'on avait rajouté en cours d'année? C'est de se dire, OK, c'est bien la, entre guillemets, libération, mais on n'est pas obligé d'imposer le même rythme à tout le monde. Et c'est même, parfois, ça a un côté réfractaire ou qui peut même ralentir un processus. Et donc, cette année, on s'est dit, OK, quand on parle de ce type d'approche, c'est une approche intégrative. Donc, c'est d'intégrer tous les domaines de notre vie plutôt que de les segmenter, de les rejeter. Et on s'est dit, OK, il y a peut-être une dimension qu'on avait rejetée, qui est la dimension justement de la hiérarchie, voire de l'autorité, voire du pouvoir. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'imposer en fait ce genre d'augmentation, on va donner le choix aux personnes. Soit de le faire dans un processus d'autodétermination, soit de choisir un processus hiérarchique. Et là, on jouera le jeu d'une hiérarchie, parce que c'est parfois plus facile pour certaines personnes. Et le constat qu'on fait, c'est qu'en fait, ça donne beaucoup d'apaisement aux personnes, qui ne se sentent pas sous pression de devoir absolument rentrer dans une démarche qui n'est pas évidente, de s'auto-évaluer pour son package. Or, la dimension financière reste une dimension importante dans le monde du travail. Et donc, on a remarqué que ça apportait de l'apaisement et que même ça permettait à certaines personnes, en fait, quand ils ont le choix, d'aller vers l'intelligence collective plutôt que de rester bloqués. Donc ça, c'est un gros apprentissage. C'est le choix libère aussi, en fait. Donc, imposer d'être libéré, c'est une contradiction. C'est une double contrainte. En fait, si je dis à quelqu'un sois libre, ben, en fait, je le mets sous double contrainte. Donc, ça n'a pas de sens.
Donc la notion de choix et du rythme de chacun était pour nous un gros apprentissage cette année. Et c'est ce qui me permet de faire la transition avec le deuxième point que je voulais vous partager, qui est un apprentissage sur la place de l'autorité, telle que nous, on la pratique. Et je vais d'abord vous partager deux de mes erreurs. La première, c'est que je voulais une entreprise sans patron. Alors en tant que patron, c'est une grosse erreur, parce que c'était me mettre moi sous double contrainte, dire je suis le patron, mais je ne veux pas l'être. Tout le monde me reconnaît comme le patron, sauf moi. Donc c'était un peu paradoxal. Et le deuxième point, j'ai oublié, ça me reviendra. Mais donc, dans cette recherche de la place de l'autorité, j'ai pu constater, par beaucoup d'essais-erreurs, qu'une autorité reste nécessaire, parce que comme le disait, c'est qui disait, je voudrais être Jacques, je voudrais être un être humain comme un autre, moi c'est mon rêve. Or, en tant que patron, dans mon entreprise, je ne serai jamais un collaborateur comme un autre. Parce que quoi que je fasse, je suis toujours vu comme une figure d'autorité, et renseignez-vous auprès de n'importe quel psychologue, il vous expliquera ce qui se passe quand quelqu'un vous perçoit comme une figure d'autorité. Il revit inconsciemment tout ce qu'il a vécu avec ces figures d'autorité auparavant, et donc vous n'êtes jamais vu comme un simple collaborateur quand vous êtes le patron. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce n'est pas possible dans le fonctionnement de l'être humain. Et donc, ça c'est une illusion que j'ai dû mettre de côté, même si ça reste un rêve. Et donc j'ai dû accepter le fait que je suis le patron et qu'à ce titre-là, il me reste une autorité. Et donc un de mes apprentissages, ça a été que l'autorité, je ne voulais pas la jouer en contenu et je n'ai pas à la jouer en contenu. Je n'ai pas à décider dans le contenu là où mes collègues qui travaillent sur le terrain savent en fait bien mieux que moi. Par contre, j'ai un cadre à conserver. Et je vais vous donner une anecdote qui est réelle. Dans un espace d'autogestion, certains de mes collaborateurs avaient décidé de décentraliser la facturation. Ok, très bien, ils sont plus proches du terrain, on me dit ça va être plus rapide, ça va être mieux fait, ok, nickel. Donc je dis ok, très bien, un de mes rôles c'est quand même de laisser émerger ce qui vient en intelligence collective, donc je reconnais l'initiative, je la laisse aller. Puis à un moment, je commence à avoir des signaux d'alerte des finances qui me disent Geoffroy, la trésor, on a quand même des tensions costaudes qui s'amènent, faudrait qu'on gère. Je dis ok. Je commence à regarder, et là je constate que 30% du chiffre d'affaires, on a 3 mois de retard sur la facturation. Et donc, juste en tant que manager, n'importe quel manager, c'est juste inadmissible. Et donc, à ce moment-là, est nécessaire, à mon sens, de réintervenir avec autorité, de reprendre les choses en main dans le contenu, de dire stop. Là, notre dispositif d'intelligence collective ne tient pas pour l'instant. Il y a lieu d'agir. Et puis, on va voir ce qui est à modifier dans nos dispositifs en intelligence collective pour que ça tienne mieux à l'avenir. Et donc, il y a lieu quand même, à un certain moment, de réintervenir quand, dans cette transition, dans ce chemin, les dispositifs qu'on a mis en place ne tiennent pas la route. Et ça arrive de temps en temps, et ça nécessite un rôle de garde-fou. Mais non pas un rôle de garde-fou je dirais, qui va chercher un coupable ou qui va juger, qui va juste reconnaître qu'il y a une action à prendre et qui va soutenir un apprentissage et une évolution. Et ça, pour moi, c'est un point qui me paraît essentiel en tant que patron. C'est au-delà même du droit à l'erreur, en fait, c'est de ne sponsoriser ce que moi je nomme la résilience. C'est-à-dire, quand je commets une erreur, en fait, il n'y a pas de faute, il y a juste une tension, un problème duquel je peux apprendre. Et donc, quand je commets une erreur et que j'en apprends, en fait, je crée et je dépasse l'erreur et je crée un dispositif encore plus solide et encore plus costaud et encore plus ouvert pour l'avenir. Et ça, pour moi, c'est au cœur de ma pratique, c'est de sponsoriser cette résilience. Et chez nous, pas mal de créations que l'on a réalisées sont issues de problèmes, en fait, de tensions, de difficultés du quotidien qu'on a pu transformer et appréhender pour en créer des dispositifs qui nous sont uniques, qui sont propres à nos modes de fonctionnement et donc qui respectent nos besoins. Et ça, pour moi, c'est au cœur de notre démarche. C'est de dire qu'on n'a pas moins de problèmes que les autres, on n'a pas moins d'emmerdes, on va juste les aborder différemment pour essayer d'en profiter comme des opportunités pour créer et aller au-delà des préceptes et des principes qu'on apprend classiquement dans des écoles, et pour essayer de construire quelque chose qui nous convient sur base d'une intelligence collective et d'être au cœur des besoins de la société et non pas la répétition d'un modèle qu'on a vu dans un livre et qui nous paraît bon à appliquer comme une recette de cuisine.
C'est pour ça que je considère que chaque entreprise a son propre modèle et que dans cette démarche, il n'y a pas de modèle clé en main à appliquer dans une autre entreprise. Si on fait ça, à mon sens, on loupe une marche, on loupe quelque chose, parce qu'on réapplique le fait de prendre une recette de cuisine et de l'appliquer sur un groupe, et non pas de profiter de ce qui vient du groupe et qui se crée dans le groupe lui-même. Je ne sais pas, j'en suis où en termes de timing? Je vais passer. Bon, donc voilà. Et donc, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir tout à l'heure. Merci Geoffroy, tu nous fais rentrer encore plus dans le concret, et puis je crois que tu introduis merveilleusement bien le sujet que Quentin Druard va nous amener maintenant. Donc Quentin travaille au SPF Mobilité et Transport, et comme probablement vous le savez, il y a toute une démarche qui a été entamée là par Laurent Ledoux et Quentin lui-même. Donc Quentin est aujourd'hui membre du comité de direction du SPF en charge des ressources humaines et également de la transformation. Quentin, micro est à toi. Bonsoir à tous. Si Geoffroy a pris sur mon temps, je vais aller encore plus court. Merci Geoffroy. En faisant une synthèse d'un séminaire surréaliste auquel j'ai participé à Varennes, ceux qui connaissent Varennes en France lèvent le doigt, c'est la capitale du dindon. J'espère que ce n'était pas un message subliminal à mon encontre quand on m'a invité là-bas. C'était pour accompagner une administration qui se lançait dans le chemin de la libération. Et ils étaient 300, 400 comme ici. Et alors le manager, le directeur général, il était tout fier parce qu'il disait « Aujourd'hui, je vous donne le droit à la parole ». Et alors, voilà, il me présente. Et moi, je me lève et je dis « Mais ça va aller très vite aujourd'hui parce que l'entreprise libérée telle que je la conçois, c'est que le manager a le devoir de se taire. » Et c'était comme ici. Tous les fonctionnaires droits. On ne peut plus rien dire. Je dis oui, effectivement. On a abouti en 5 ans au fait que maintenant les managers écoutent leurs collaborateurs. Les managers n'ont plus de fonction. Les managers ont un rôle de facilitateur, d'animateur, de médiateur, tout ce que vous voulez. C'est loin d'être acquis partout, je vous le concède. Nous sommes dans une administration avec ses règles, sa culture, sa bureaucratie. Mais déjà pour répondre à Frédéric, aboutir à cette logique de devoir de se taire, on a été totalement inconscient. Laurent et moi, on a débuté en juillet 2013 et décembre 2013, et on s'est dit, on va y aller. Pourquoi on va y aller? Parce qu'on avait fait une enquête de satisfaction, et on s'était rendu compte que c'était une administration complètement abandonnée, humainement, des gens brisés, des gens méfiants, avec une politisation à outrance, un comité de direction qui n'en était pas un, et donc on s'est dit, mais on n'a pas le choix. On va y aller de manière inconsciente. Et si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est encourager l'inconscience. Pourquoi je le dis? Mais tout simplement parce que, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, j'ai rien libéré. Alors, là, je laisse ça pour les gourous. Par contre, on s'est dit, je pense que vous êtes doté d'une intelligence. Vous êtes doté d'une capacité de prendre des décisions. Vous êtes doté d'une capacité à prendre des responsabilités. Qui suis-je, moi? Qui suis-je, Laurent? Qui suis-je, le comité de direction, pour nous priver de cette intelligence? C'est juste délirant. Je vous rappelle que nous sommes dans une administration, avec la structuration hiérarchique et tout le brol. Et donc, on s'est dit, voilà, on va aller dans ce sens-là pendant plusieurs mois, plusieurs années. Ça a été un voyage sans destination. Je te réponds peut-être déjà à tes questions. C'est un voyage sans destination. Aujourd'hui, je ne vais certainement pas tenir les propos si j'avais fait cette conférence il y a 2 ans ou 3 ans, parce qu'on apprend tous les jours. Et le titre de mon intervention, c'était « Oser se tromper ».
Et donc, un autre enseignement que je peux vous transmettre, c'est l'échec est une valeur clé dans la transformation de nos organisations. Je me plante tous les jours, je merde tous les jours, et l'entreprise libérée, c'est 80% de merde et 20% de je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup, il y a une fulgurance qui arrive et qui se dit « Waouh, on est bon, on y va », parce qu'on donne confiance de nouveau à nos collaborateurs, et c'est le plus beau des messages qu'ils peuvent nous donner. Autre enseignement, c'est que moi, en tant que membre du comité de direction, et tous les managers, on a par contre le devoir de rechercher le merci de nos collaborateurs. Et ce n'est pas une évaluation annuelle qui va dire tu travailles bien ou tu fais bien ton boulot. Non, on a le devoir de rechercher le merci au quotidien, parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et nous avons l'obligation de créer le contexte pour qu'ils puissent se développer. Pierre disait, oui, j'ai essayé de motiver pendant 15 ans un collaborateur, tu as bien fait d'arrêter, parce que moi, j'y suis jamais arrivé, et j'y arriverai jamais. Par contre, on a une responsabilité à redonner du sens à nos organisations. Je prends un exemple, nous avons des contrôleurs routiers, des contrôleurs maritimes, des contrôleurs aériens, des contrôleurs ferroviaires. Et donc, quand j'ai commencé mon activité là-bas, j'ai interrogé plusieurs personnes, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites ? Je contrôle les avions. Okay. Et toi ? Je contrôle les bateaux. Okay. Et toi ? Je contrôle les trains. Okay. Et toi ? Je contrôle les autocars, les camions et tout. Okay. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Mais je contrôle les bateaux, je contrôle les avions. Je dis, ok. Et je pose une question, mais la plus difficile au monde. Pourquoi ? De nouveau, nous sommes dans un hall ou un magasin Decathlon, grand silence dans la salle, et ils me regardent tous. Il y en a un qui lève, pour assurer la sécurité des passagers. Ah. Et vous ? C'est pour assurer que les bateaux naviguent sous les flots en bonne sécurité, pour éviter la pollution, tout ça. Ah, ok. Et donc, ce pourquoi change la perspective de nos boulots au quotidien. Je ne travaille pas au SPF et je ne me tape pas 4 heures d'embouteillage par jour pour contrôler les avions. Je me lève le matin pour assurer la sécurité de nos passagers. C'est un changement de perspective. Je tente de redonner du sens en posant une seule question. Je suis totalement incompétent pour changer les règles, pour changer la bureaucratie dans l'administration fédérale, ou dans quelle que soit l'administration d'ailleurs. Par contre, on peut changer de perspective. Mon rôle aussi est de tenter de donner du plaisir. Ça veut dire quoi de donner du plaisir ? Donner ce que moi j'appelle, non, je ne m'appelle même pas, c'est développer une organisation du bon sens. Isaac parle d'entreprise libérée, d'autres parlent de bonheur au travail, d'autres parlent de l'entreprise en éveil. Moi, je dirais que tout simplement, c'est l'entreprise du bon sens. Pourquoi se priver de votre capacité de décision et d'intelligence ? Vous êtes certainement plus intelligent que moi, et par conséquent, moi, membre du comité de direction, j'ai besoin de vous. De nouveau, un changement de perspective. Et ce plaisir, ce changement de perspective offre un cadre à tous nos collaborateurs où ils ont plus de responsabilisation, plus d'autonomie, plus de cogestion, plus de prise d'initiatives très importantes dans des domaines excessivement complexes. Et donc, progressivement, ce plaisir, on le ressent auprès de nos enquêtes que nous faisons ces dernières semaines et ces derniers mois. Et alors, mon plus grand plaisir, si je peux le dire, c'est la fierté. Mon rôle est de tenter de donner une fierté à nos collaborateurs. C'est de faire quoi ? Tout simplement que quand papa et maman se lèvent le matin très tôt, que quand ils rentrent à la maison, ils peuvent regarder leurs enfants et se dire « Waouh, je suis fier de ce que j'ai réalisé parce qu'on m'a laissé la possibilité de le réaliser. » Et voilà, je suis fier de mon boulot. On a fait l'enquête en 2012, je n'étais pas là, et on a refait l'enquête de satisfaction en 2016. Et de manière très modeste, vous avez le meilleur des RH du monde devant vous.
puisque nous avons 85% de personnel qui est satisfait de leur nouveau mode de travail. On approche à 92% des collaborateurs qui sont contents du travail qu'ils réalisent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, quelque part, s'il y a un enseignement à tirer de tout ce que je viens de vous dire, c'est par un exemple que j'ai vécu récemment, notamment avec mon budgétaire. Je suis parti en vacances, ça arrive pour les fonctionnaires, et je donne à tous mes collaborateurs, ben voilà, choisissez la personne qui va me remplacer pendant mes vacances. C'est pas moi qui impose, c'est les gens qui choisissent entre eux qui va me remplacer pendant 15 jours avec un décalage horaire, donc je ne suis pas disponible. Et j'ai un collaborateur qui... Moi. Et les autres collaborateurs derrière. Je dis, ok, ça sera toi. Ok, merci. Ok. Et voilà, tous ces collègues viennent me trouver, mais ça va pas, toi, tu prends des risques, tu te rends pas compte, tu sais pas à quoi tu t'affrontes, parce que voilà. Je dis non, ça sera lui, il n'y a pas de souci. Je pars en vacances, je lis de temps en temps mes mails, et je reviens 15 jours après, et je dis, écoute Jerry, on a intérêt d'aller quand même se voir pour que tu me mettes un peu à niveau, et tu m'informes. Ah ok, ça va. On se réunit dans une salle, et puis il dit, bon ben voilà Jerry, explique-moi, dis-moi tout ce que tu as fait comme décision. Non, je veux juste te dire quelque chose. Je fais déjà dans mon froc et je dis, ok, quoi? Merci. Alors moi, quand j'ai dit merci, alors moi je rougis parce que c'est difficile d'avoir, de rester quand même. Moi j'ai du mal à recevoir les compliments. Et il dit, pourquoi tu me dis merci? J'ai 52 ou 53 ans à l'époque. Ça fait 20 ans que je travaille dans le département RH. On ne m'a jamais donné la délégation comme toi, tu me l'as fait. Je voulais te dire merci. Merci, bonne soirée. Je serai bientôt dans le cas puisque j'ai 61 ans. Je pense que moi, je réfléchis fort à savoir qui sera ma succession et c'est un des points les plus sensibles. Parce qu'effectivement, une société qui est en transformation comme ça, on est depuis 3 ans. Ça dépend du degré de maturité du groupe, mais j'ai trop peur que le groupe ne soit pas à un niveau de maturité tel qu'il soit stable ou stable en progression. Et donc c'est une des raisons principales, notamment que Frédéric Laloux avait mis en évidence, c'est que si le conseil d'administration ou les actionnaires ou le CEO ne sont pas convaincus que la méthode doit être continuée, il est pratiquement certain que ce type d'organisation disparaît du jour au lendemain. Et donc on a quelques exemples, il en avait cité l'un ou l'autre dans son livre. Il y a encore d'autres exemples qui existent aujourd'hui, où notamment à Favi, qui était une des entreprises les plus en vue dans le Nord français, dans ce type d'organisation, le patron a changé, malgré qu'il ait préparé son successeur. L'actionnaire a décidé, non, finalement, j'abandonne tout, et du jour au lendemain, tout a disparu. C'est un des dangers de cette dynamique. C'est ce que moi j'appelle la personnification du changement au sein d'une organisation. Et donc, il est important qu'on ne s'approprie pas le changement, mais qu'on le fasse approprier par nos collaborateurs. Et penser que je ne suis personne. Et dire que mon ego, je le mettrai ailleurs. C'est pas toujours facile. Et donc, c'est mettre en place différentes initiatives, surtout dans la fonction publique où d'office nous avons des mandats de 6 ans éventuellement renouvelables. Laurent est parti plus vite pour des choix particuliers et privés. Et donc, on a dû évidemment continuer la dynamique dans un contexte assez tendu avec le politique, mais on l'a fait. Et pour ce qui est de mon département, j'ai été tellement loin pour dire que demain je peux mourir, je peux
disparaître ou être viré. J'ai supprimé toute la hiérarchie, j'ai supprimé les 4 directions. Je fonctionne dans l'intelligence collective. Mes comités de gestion, c'est même plus moi qui mets les points à l'ordre du jour, c'est mes collaborateurs en World Café. C'est mes directs reports qui prennent les décisions les plus importantes. À un moment donné, quand ils sont bloqués, ils viennent me voir. Et donc, demain, je peux mourir et disparaître. Ça peut fonctionner encore, quelle que soit la personne qui pourrait me remplacer. Et un retour en arrière est impossible. Ça, c'est important. Moi, je suis personne. La structure est importante. En complément, je voudrais vous partager une petite expérience. En fait, j'étais en incapacité de travail à un moment, l'équivalent d'un burn-out. Et donc, je ne savais pas pour combien de temps. Et donc, j'ai été face à la question de OK, que devient la boîte pendant que je ne suis pas là. Et mon constat, c'est en effet, ça rejoint ce qui a déjà été dit, c'est que personne n'est irremplaçable, mais par contre, il y a besoin de remplacer la fonction et le rôle. Et ça, c'est ce que moi j'ai constaté pendant mon burn-out, c'est que j'avais les personnes présentes dans la société qui ont pu prendre le relais pour assumer le rôle que moi j'exerçais. Et à ce moment-là, la société a perduré et a continué sans aucun souci. Et donc, c'est les rôles pour moi qui sont importants et les fonctions qui sont exercées par le patron qui ont à être prises. Et en travaillant la dépersonnification, comme l'avait dit Quentin, et ça, je pense que ça peut se préparer, ça se travaille. Et je pense que c'est même quelque chose qui, du coup, moi, je suis en réflexion dans qu'est-ce qui peut être partagé, proposé comme outil ou comme réflexion aux personnes qui font cette transition pour ne pas tomber dans le piège de la personnification qui rend le patron indispensable sous une autre forme, en fait. Peut-être juste rajouter peut-être un autre point de vue, c'est-à-dire qu'en Belgique, on a eu un nouveau CEO il y a 1 an et demi. Il nous a été imposé par l'entreprise. C'est quelqu'un que aujourd'hui j'apprécie beaucoup. Cependant, mon rêve il y a 1 an et demi, c'était qu'on s'en passe. J'avais vraiment la volonté, je pense qu'on avait la capacité Decathlon Belgique de fonctionner sans CEO. Sur base de ce que disait justement Lalou, c'est-à-dire de prendre la fonction de CEO, de la saucissonner et de vérifier toutes les tâches qu'il faisait. Et dans une tâche de CEO, il peut très bien avoir une tâche de, je ne sais pas moi, relation par rapport à l'externe, ça peut être une tâche de donner le sens, etc., etc. Et on peut avoir 15, 16, 17, 20 fonctions derrière ce poste de CEO. Et je pense qu'on aurait très bien pu, avec l'équipe à l'époque de Decathlon Belgique, les personnes qui avaient fait tellement un travail sur eux, on aurait pu se partager ce rôle. C'était un rêve, mais c'est un rêve qui est toujours là. Aujourd'hui, Faustino, qui est notre CEO, je pense que le rêve, il le partage plus. J'ai la conviction qu'on pourra peut-être arriver à un moment donné à ça. Et donc, je pense que la personne ne peut ne plus être là. Peut-être juste un autre point par rapport à ce message du patron et sa personnification, c'est je pense qu'il n'y a pas de libération sans leader libérateur. Ça, c'est vraiment ma grosse conviction. On l'a senti chez Decathlon avec Michel Abalea, notre nouveau directeur général, depuis 2014. Maintenant, il n'est plus si nouveau. Il est vraiment arrivé avec cette conviction qu'il fallait changer les choses. Je pense que sans lui, nous n'aurions pas pu faire tout ça en Belgique. C'était impossible. On avait quand même cette protection de l'actionnaire qui avait nommé ce DG. Et on l'a vu dans nos magasins belges, c'est qu'il y a la même libération sans leader libérateur. Ça veut dire quoi ? Il y a des magasins qui ont foncé. Il y avait ce leader, ce directeur, cette directrice qui voulait y aller, et d'autres, peut-être moins présents. Cette libération était moins présente. Et donc, on a vu des différences. Et en même temps, c'est normal. Voilà. Ce qui introduit assez bien la question suivante. Quand, par exemple, je suis une filiale, patron d'une filiale, est-ce que ça a du sens de me lancer dans la libération de ma filiale, sachant peut-être que ma direction, ma maison mère, n'est pas convaincue ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que c'est possible, mais qu'il y a certaines conditions pour pouvoir le faire. Il faut avoir suffisamment quand même d'autonomie, il faut avoir les coudées suffisamment franches que pour pouvoir réorganiser son mode de fonctionnement, tout en s'interfaçant avec ce qui est attendu par la hiérarchie. Et je vais un cran plus loin, je pense que c'est une nécessité dans tous les cas de figure, et même dans mon cas où je suis l'actionnaire majoritaire et le gérant de mon entreprise, j'ai cette problématique et j'ai ce même questionnement. Parce que nous sommes dans un système législatif, dans un système administratif qui n'est pas basé sur ce paradigme, qui est basé sur un paradigme beaucoup plus traditionnel et qui impose des contraintes avec lesquelles il est nécessaire de faire. Je vous en donne une toute bête. On a eu un contrôle sur notre règlement de travail. Bien sûr que le contrôleur, quand vous lui parlez d'horaire libre,
La réponse qu'on a eue, c'est très simple, c'est pas dans la loi, j'en ai rien à foutre. Et donc, il y a lieu toujours de travailler avec une hiérarchie qui est au-dessus, même si on a 100% d'autonomie dans la société. Il y a une hiérarchie qui existe, qui s'appelle notre système législatif, et il y a lieu toujours de pouvoir s'y interfacer. Donc je pense que dans tous les cas de figure, cette interface entre un paradigme de pouvoir hiérarchique et un paradigme d'intelligence collective existe toujours. Et donc il y a toujours une fonction d'interface qui est nécessaire. Alors, une autre question, c'est par rapport aux syndicats. Est-ce que les syndicats ont encore une place dans l'entreprise libérée? Merci Pierre. Les syndicats, tels que je les conçois, ont une place à part entière dans la dynamique. Est-ce que les syndicats souhaitent participer et prendre cette place? C'est loin d'être évident. Pourquoi? Mais parce que quelque part, et j'aime toujours faire la comparaison, un syndicat dans une organisation en phase de changement est exactement comme un manager en phase de changement. Il y a une perte d'influence, une perte de pouvoir. À partir du moment où, du jour au lendemain, on supprime le pointage dans une administration, le manager dit « ouais, je ne vais plus contrôler, qu'est-ce que je vais faire ?» Ah ben, tu vas travailler, ça va changer. Et le syndicat va dire, mais qu'est-ce que moi je vais faire, puisque s'il y a un pointage, il y a une note de service, il y a un règlement sur lequel je pourrais argumenter, concerter et faire plaisir à mes délégués. Mais comme il n'y a plus de règlement, je n'ai plus besoin de syndicat. Enfin, du moins, tel que il existe encore actuellement dans la fonction publique. Et donc, oui, c'est excessivement compliqué de conjuguer leur participation à ce changement, parce qu'ils ont leur petit livre rouge, vert et bleu, et ils sont dans une logique encore de confrontation, et une logique dans laquelle on se dit, mais participez, moi je suis bête, vous avez les idées, donnez-nous les idées, et ils répondent, c'est au rôle de l'autorité à proposer. Alors après 1 mois, c'est bien, après 2 mois, après 3 mois, ben, ils prennent le train en marche ou pas, hein. Petit exemple, ils ont refusé, ils m'ont 3 plaintes contre moi au tribunal du travail et à l'inspection du travail parce que je ne respectais pas un certain nombre de directives. L'inspecteur du travail est venu à 3 reprises et il m'a demandé en conclusion, les syndicats étaient là, quand est-ce que je peux venir travailler chez vous? Alors il a énervé un peu les syndicats. On a présenté l'enquête Stress et Burnout avec des résultats super intéressants et très positifs. Ils n'étaient pas d'accord avec les conclusions. Ils ont demandé des analyses plus fines dans l'organisme extérieur. On a mis des belles salles de réunion modernes et tout. Et malheureusement, c'était une salle de réunion prévue pour 8 personnes. Et les extérieurs sont venus, ils étaient 10. Qu'est-ce qu'on a fait? Chose incroyable, on a pris une initiative. Vous savez quoi? On a mis 2 chaises en plus dans la salle. Et comme par hasard, un syndicaliste est arrivé avec son petit appareil pour mesurer le degré du je ne sais même pas quoi dans la salle de réunion et a dit voilà, Druard ne respecte pas la réglementation en matière de je ne sais pas quoi dans une salle de réunion. Voilà la réalité telle que moi je la vis. Il ne reste qu'ils étaient contre le pointage, mais ceci dit, en Stummeling, ils disent j'interviens non pas comme un délégué, mais comme un membre du SPF. Est-ce que je peux ne plus pointer? Voilà. À la longue, ça commence. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un intérêt même pour eux? Oui, dans une entreprise industrielle, l'expérience, en tout cas mon entreprise, est un peu différente, dans le sens où à l'intérieur, les gens, les délégués de l'entreprise ont d'abord cru que j'avais perdu la tête, et puis 6 mois après, le délégué principal a dit « Bon, ben, moi, j'ai plus de boulot au syndicat. » Donc, est-ce que je peux faire autre chose dans l'entreprise? Et il est passé employé. Et il s'occupe maintenant de la sécurité. D'autres délégués continuent à faire leur travail, mais ce que je peux constater, c'est que les organes de concertation et les organes légaux, donc le conseil d'entreprise et le CPPT, ont nettement augmenté en termes d'output. Et donc, à la fois par l'attitude patronale, c'est-à-dire, OK, tous les petits points, les toilettes qui ne fonctionnent pas, etc., on les répare.
et maintenant on s'occupe vraiment de la sécurité. Pour le conseil d'entreprise, les horaires de travail, etc., qu'est-ce qu'on fait? Alors on est confronté effectivement avec la législation et ces choses-là, mais à l'intérieur de l'entreprise, les délégués jouent le jeu, ce qui est en soi extrêmement important puisqu'ils ont une énorme influence aussi sur les affiliés et sur les ouvriers. Alors, je ne dis pas que tout est rose, hein. Il y a encore parfois des confrontations, notamment lors des négociations salariales bisannuelles. Mais là, et c'est le gros défaut, je pense, c'est que les délégués permanents, c'est eux qui prennent le devant et qui, du coup, laissent les délégués de l'entreprise en arrière et viennent au front, avec des revendications qui n'ont évidemment pas grand-chose à voir avec l'entreprise, mais qui sont la vision de l'extérieur de l'entreprise. Voilà. Peut-être répondre pour Decathlon, puisque il y a eu un vrai changement quand on a commencé la démarche. En fait, le parti pris qu'on avait, c'était d'être transparent dans la communication. La communication de tout, en fait, de nos chiffres, de nos difficultés, de ce qui va pas, de nos questionnements. Donc ça a été une difficulté pour les syndicats au départ, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on passe pas par eux, un peu comme quand on passait par rapport au patron. Puisque le pouvoir, l'information c'est le pouvoir, aussi du côté syndical, ça a été un peu compliqué. Aujourd'hui, Romuald, je disais qu'il est dans la salle, il y a eu un conseil d'entreprise aujourd'hui, il m'a dit justement qu'on avait 3700 contrats maintenant en Belgique. Je pense qu'ils sont encore 5 ou 6, et ça a dû durer 1h30 en fait. Donc je ne dirais pas que ça n'existe plus, mais c'est quasiment terminé, puisque à partir du moment où on s'adresse à tout le monde de la même manière, le sens un petit peu disparaît. On a toujours autant de respect pour eux comme on a du respect pour tout le monde. Donc on essaie de s'adresser de la même manière aux syndicats, aux collaborateurs, à qui que ce soit. Donc voilà où on s'en est chez nous. Mais je vous invite, ceux qui ont vraiment des questions sur ce sujet, parce que Romuald a fait vraiment un très bon boulot là-dessus, d'aller le trouver pendant le drink. Il y a vraiment un gros changement au niveau de la relation syndicale. Romuald, pourrais-tu te lever? Voilà, il est barbu là, tout mince. Le barbu en bleu. Merci Romuald. La question suivante concerne le middle management. Quand on entreprend un parcours de libération, les middle managers souvent se mettent à trembler. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que vous avez fait? Je vais commencer alors. C'est sans doute les gens qui ont le plus de difficultés. Et il y a différents genres. Il y a toujours les early adopters. Donc ça, évidemment, ce n'est pas une grande difficulté. Et dans ces early adopters, il y a les femmes et les moins de 35 ans. En général, ça démarre au quart de tour. Puis, il y a tous les ingénieurs et tous ceux qui réfléchissent, etc., et qui ont beaucoup de craintes. Alors ceux-là, il leur faut au moins 12 à 24 mois avant que, clic, ils se disent « Ok, je pense que j'ai compris ». Et puis, il y a la catégorie un peu des réfractaires et des personnalités un peu difficiles. Et je ne sais pas qui a inventé qu'il y en avait 3%, il y en a peut-être 1%, ça dépend vraiment des groupes, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ceux-là sont des réels poisons. Et donc ça, c'est difficile à détecter, ça fait mal à beaucoup de monde, ça freine énormément le processus, et quelque part, c'est un peu le rôle du patron. Ta question était de savoir qui licencie. Le patron a toujours le sale rôle, hein, mais il doit le prendre très au sérieux parce que ça tient à toute la progression du groupe. Et donc, ce n'est pas inné non plus, et certainement pas chez moi. Donc moi, j'ai mis 3 ans. Il y en a dans la salle qui peuvent témoigner, hein. Guy Vény est là. J'ai mis 3 ans à finalement me décider sur une personne qu'eux avaient détectée relativement rapidement. Mais j'ai essayé par tous les moyens, et puis finalement, je me suis dit, non, ça ne va pas. Il me chante des chansons qui ne sont pas justes. Et donc, j'ai dû prendre cette décision, mais bon.
Comme dit Jacques, il faut accepter dans les organisations, et surtout comme les grandes organisations comme la nôtre, pratiquement 1300 personnes, d'avoir plusieurs rythmes de croisière avec le middle management, à savoir ceux qui sont là depuis 25 ans dans une administration sur laquelle on a dit ne jamais penser que exécuter, et qu'eux-mêmes ont reproduit ce qu'ils ont vécu dans leurs jeunes années. C'est compliqué à les faire évoluer. Donc il faut pouvoir accepter que de fonctionner pendant 5-10 ans avec des managers qui sont de la vieille garde, et c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche, mais il faut aussi éviter par contre un effet de contamination avec les nouveaux managers. Et donc, recruter ceux qui sont ouverts à ce genre de dynamique, qui ne vont pas se laisser influencer par un mode de fonctionnement rétrograde et qui répond à des exigences d'ouverture, de confiance, de responsabilité. Alors, en pratique, qu'est-ce que nous avons mis en place ? Du coaching individualisé pour ceux qui le souhaitent, des modules d'accompagnement par service pour que l'ensemble des services réfléchissent avec leur ancien chef à comment faire évoluer ma fonction à rôle, comment faire bouger le curseur de mon activité au quotidien dans le SPF, faire des sessions d'ateliers, des workshops pour progressivement amener à un mieux. Sur la question de qui vire, je confirme ce que dit Jacques, à un moment donné, il faut prendre les responsabilités. Et je dirais même que dans les entreprises dites libérées ou tout ce que vous voulez, il y a une plus grande responsabilité de notre part de virer ce qui ne va pas. Parce que qu'est-ce que le message qu'on donne à ceux qui disent, oui, voilà, soyez responsables, autonomes et tout, et on laisse les canards boiteux continuer à exercer dans nos organisations. C'est contradictoire, donc on a davantage de responsabilités à cet égard-là, et dans une administration, c'est loin d'être simple. Moi, ce sujet, évidemment, me passionne, j'en parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est la grosse zone d'ombre, c'est le middle management, dont je faisais partie. Et en même temps, en Belgique, on a plutôt une fierté, c'est qu'on a plutôt essayé de prendre soin de ces cadres, de ces middle management, à la différence de certains pays de Decathlon. Donc, dans certains pays de Decathlon, l'entreprise libérée a été un peu imposée, puisqu'on est passé de 12 niveaux hiérarchiques. Donc, entre le vendeur du magasin de Wavre et le directeur général de l'entreprise, c'était 12 vendeurs encore il y a quelques années. Il y a 12 niveaux hiérarchiques, pardon. Maintenant, il reste 4 niveaux. Donc, vous imaginez un peu la violence dans certains cas. Donc, certains des membres de l'encadrement ont dû se réinventer. Et où je dis que la question par rapport à la question que tu poses, Pierre, c'est passer par de l'accompagnement, énormément d'accompagnement sur qu'est-ce que tu voudrais faire dans l'entreprise, quels sont tes talents et qu'est-ce que tu aimerais faire. Et si je prends mon cas, pendant des années, j'ai été managé sur, voilà Fred, ça c'est tes forces, ça c'est tes axes de travail, ce serait bien que tu progresses sur tes axes de travail. Chaque année, on me rabâchait avec ma créativité concrète qui n'existe pas. Et tu devrais être meilleur dans ta créativité concrète. Puis un jour, on s'est dit, mais finalement, si on prenait tes forces, et qu'on essayait de les sublimer, essayer de les mettre vraiment encore plus en avant, te former sur tes forces pour que tu viennes vraiment dans tes talents. Et finalement, la créativité concrète, il y a quelqu'un d'autre qui la fera, certainement quelqu'un d'autre qui a ce talent. Et donc ça, c'est vraiment le tournant qu'on essaie de mettre en place, qui n'est pas simple. Pour certains, évidemment, c'est dur, parce que c'est un vrai changement de posture, c'est un vrai changement de manière de fonctionner. Mais pour moi, c'est vraiment l'enjeu, en fait. C'est comment on accompagne cet encadrement. Très souvent, nos vendeurs étaient très pour. On n'a pas eu beaucoup de vendeurs qui ont dit « je ne veux pas y aller ». Par contre, on a eu beaucoup d'encadrements qui disaient « je ne veux pas y aller ». Peut-être une dernière chose aussi que je voulais rajouter par rapport au licenciement, je ne partageais pas complètement, c'est-à-dire qu'on a eu le cas, on recrute maintenant de manière collaborative chez Decathlon. Donc, c'est-à-dire si je suis vendeur du magasin de Wavre ici en randonnée, certains magasins le font, je ne dis pas que c'est partout, je peux recruter mon responsable, je peux recruter la personne qui va m'accompagner. Et donc ça s'est fait. Les premières fois, ça s'est fait, ils ont choisi. Et puis très vite, après les premiers tests, des fois ça ne se passait pas bien. Ils allaient trouver le directeur du magasin et disaient « tu saurais le virer parce que moi ça ne se passe pas bien ». Et là, on a directement renvoyé la balle en disant « non, vous l'avez recruté, vous étiez 4-5 à le recruter. C'est votre responsabilité aussi d'accompagner ce départ ». Et là, on a essayé de former aussi pour voir comment on peut se dire les choses, comment on n'est pas violent dans nos feedbacks, comment on va dire à cette personne « écoute, tu ne conviens pas ». Mais c'est bien le collectif qui le fait, et pas le directeur du magasin, sinon c'est trop facile. Et donc ça, c'est vraiment un nouvel enjeu, c'est d'accompagner nos collaborateurs à
décider de recruter, mais aussi, malheureusement, de temps en temps, décider de sanctionner. Et voilà, à ce niveau-là, on est un peu différent. Alors pour compléter, nous on n'a pas la même taille, donc pas la même structure, mais par contre on a un mode de fonctionnement, on fait de la consultance, donc on est décentralisé. Et donc ce que je considère être aujourd'hui le middle management, c'est des relais. Je ne peux pas m'attendre à ce que toute la société ait le même niveau de maturité dans l'animation et dans le fait d'être un moteur d'un vécu, d'un nouveau paradigme. Donc j'ai besoin d'un core team qui est moteur pour la société. J'ai besoin de relais. Pour moi, c'est le rôle que prend ce qu'on appelait avant du middle management. Et donc pour ceux qui sont en place, c'est une transformation qui peut se réussir, et je confirme le besoin de coaching ou d'outils du style, et qui parfois, pour certaines personnes, ne font pas la transition. Et ça m'amène sur une des questions qui avait été posée au point de départ, sur tiens, est-ce que je ne vais pas casser le jouet? Moi, j'ai constaté une chose dans certains espaces de transformation, quand il y a des caps de maturité qui se passent, ou quand il y a des changements importants au niveau du paradigme qui se passe, il y a un turnover qui est vécu dans la société. Il y a des personnes qui quittent parce que ça ne leur convient pas. Moi, j'ai foi dans le fait, et ça se confirme, que oui, dans l'instant, si on n'est pas ancré dans l'apport du modèle pour la société ou de la démarche pour la société, on peut paniquer. Parce que c'est parfois des personnes d'influence et parfois des personnes d'expérience en fait, qui décident de partir. Mais si la transformation est juste en lien avec la raison d'être de la société, ça ne fait pas de dégâts dans la société. C'est un passage qui n'est pas évident, mais ça permet de voir apparaître d'autres compétences, d'autres skills souvent plus collectives, là où quelqu'un qui avait une forte personnalité en fait, avait une position plus de domination et de pouvoir. Et donc ça révèle en fait les compétences qui sont dans la société. Mais il y a un turnover, et si on va trop vite dans ce passage, oui, on risque de casser le jouet. Donc le rythme de transformation me paraît important. On va passer à tout à fait un autre domaine. Est-ce qu'il est encore utile de faire des budgets en entreprise libérée? Alors, je vais aller à contre-courant de ce que j'ai lu dans certaines littératures. Chez nous, on n'avait pas de budget. Et on est en train de les mettre en place. Pour une raison, non pas pour des objectifs de contrôle ou d'autre chose, mais pour donner un cadre clair pour permettre l'autonomie de décision. Et engager des moyens financiers, c'est pas évident pour tout un chacun, et avoir un cadre de décision est utile. Donc, dans notre cas, chez nous, on les réintroduit comme un guide pour permettre aux personnes de décider, en sachant que si à un moment elles veulent aller au-delà du budget prévu initialement, ça se discute, c'est ouvert. Ce n'est pas des carcans, ce sont des balises qui permettent d'aider à la décision et donc à l'autogestion. Pour le SPF, on a dépensé 5,6 millions pour rapatrier 3 bâtiments dans un seul bâtiment, pour refaire toute une nouvelle New Way of Work et tout ce qui est Dynamic Office et tout ça, enfin que des outils qu'on a rentabilisés en 18 mois. Mais je le dis toujours, on s'en fout du budget. La responsabilisation et donner la responsabilité ne coûte rien. Faire confiance ne coûte rien. Prendre des actes de cogestion ne coûte rien. Ce n'est qu'après, à un moment donné, où il y a eu des erreurs et que ça a des conséquences qu'on pourrait imaginer. Mais je vous dis, il y a plein d'entreprises qui sont dans la voie de la libération et qui n'ont pas des magnifiques bureaux avec des hamacs et des beaux sièges de couleur. C'est gratuit. La nouvelle culture est gratuite puisque c'est le bon sens. Le bon sens ne se monétise pas, ne se budgétise pas. Voilà. Mon expérience, c'est qu'il y avait des budgets, il y en a toujours, et que c'est assez difficile de s'en défaire. Non pas qu'on ne voudrait pas s'en défaire, mais les gens s'accrochent au budget comme une planche de salut. Et donc, ça fait partie de l'ancien mode de fonctionnement, c'est-à-dire, voilà, j'ai une ligne budgétaire, je m'en occupe, je la gère, et donc c'est une partie de mon pouvoir. Je pense que c'est toujours nécessaire, et je comprends très bien ce que tu dis, c'est à un moment donné se projeter sur 12 mois et de se dire vers où on va. Je pense que ça, c'est toujours très utile. Après ça, c'est là où le budget n'est plus nécessaire, c'est de le respecter. Il est toujours nécessaire pour voir où on est par rapport à ce qu'on pensait. Mais il n'est plus nécessaire pour dire ça c'est la limite à laquelle je m'arrête et au-delà de ça,
Ça, c'est pervers, évidemment. Ça veut dire que si j'ai moins dépensé, on ne me le redonnera plus l'année suivante, ou si j'ai dépensé plus, j'en recevrai sur les doigts. Donc les CFO ont un peu de mal quand même. Je partage complètement. En fait, on parle plus de trajectoire plus que de budget. Donc, comment moi, le magasin de Wavre, avec mon équipe, j'essaie de me projeter à 12 mois. On parle même de plusieurs années, mais surtout à 12 mois. Et derrière, j'aimerais bien ce que tu dis, c'est tout à fait ça. On n'essaie pas de tout le temps regarder si le budget est respecté. Et ça, c'est qu'on essaie de plus faire. Voilà. Donc, je ne vais pas rajouter beaucoup plus. Pour rester dans les finances, une question pour Geoffroy et Frédéric. Quel a été l'impact en termes d'augmentation ou de diminution de la charge salariale suite à votre méthode de choix libre du package salarial? Oui, j'y vais. Je te laisse la main. Donc on a exploré, c'est pour la première fois cette année, donc cette capacité à ce que je puisse décider de mon salaire. Donc il y a eu environ 150 personnes en Belgique qui ont fait ça. Par rapport à un cadre, donc en effet, comme tu dis, quand tu as 3000, mais on avait justement laissé le choix. Et puis, comme toujours dans ce système, on y va par pas. On y va par pas. Il n'y a absolument pas de course. On n'impose rien. Donc, en fait, on a d'abord laissé cette liberté. Et donc, en fait, 150 personnes ont voulu faire ça cette année. Avec quel cadre? Ils devaient partager ça avec 5 autres personnes. Donc, je décide de mon salaire. J'ai comme obligation d'en parler avec un ou deux pairs, quelqu'un qui fait comme moi, un collaborateur, ça c'est très challengeant, de lui dire, voilà, à ce collaborateur, j'ai décidé de m'augmenter d'autant de pourcents. Aussi avec toute une série de personnes qu'on avait plutôt considérées comme ayant de l'expérience, plutôt les personnes du payroll ou du RH. Et une fois que j'ai consulté ces personnes, j'ai le droit de changer mon salaire. Ils n'ont pas le droit de me dire non. Donc c'est une consultation. Donc sur ces 150 personnes qui ont fait cet exercice cette année, on a constaté, c'est assez cocasse de le voir, que la somme des augmentations de ces personnes est inférieure aux augmentations de l'année passée, où c'était des patrons qui décidaient. Donc ma conviction, et elle est vraiment maintenant vraiment profondément ancrée, c'est que le collectif est beaucoup plus exigeant qu'un patron. Quand différentes personnes sont là pour accompagner le cadre et de renvoyer des feedbacks exigeants, écoute là je pense que tu exagères, ou au contraire bienveillant, je pense que tu ne t'augmentes pas assez. L'exercice est vraiment très très intéressant. Et plus que l'augmentation, c'est d'entendre 4 personnes autour de soi qui nous disent « tu as vraiment fait une super année, bravo pour ton année ». Et l'enjeu finalement de l'augmentation n'est plus là, mais c'est l'enjeu de la reconnaissance, le plaisir. Et donc c'était une expérimentation cette année, mais qui va, j'en suis sûr, aller beaucoup plus loin l'année prochaine. Et donc par rapport à la question, ça ne coûte pas plus cher. Je confirme, nous ça fait 3 ans qu'on le fait, donc nous avons le même constat. Et je constate que même ça nous arrive d'aller chercher des personnes en fait pour leur dire là en fait on pense que tu devrais t'augmenter et nous constatons que ça pourrait même être un piège en fait dans l'autre sens, ça pourrait même être perçu comme une certaine pression salariale par la pression sociale parce que c'est vraiment pas évident pour beaucoup de personnes en tant qu'employés de se dire je vais oser assumer mon choix. On constate qu'en fait dans le modèle hiérarchique il y a quelque chose qui est de l'ordre de la facilité, en fait, de négocier avec son patron, et puis de pouvoir se plaindre éventuellement derrière ou d'être satisfait. Mais c'est une habitude qui en fait, apporte de la facilité par rapport au fait de se responsabiliser soi-même. Et donc, nous, on est attentifs aussi à ce que ce ne soit pas indirectement une pression salariale. Donc, on va chercher des personnes pour les aider à se positionner quand on voit que manifestement, elles n'osent pas faire le pas et qu'elles le méritent. Alors, une question qui revient souvent, mais comment est-ce que vous voyez que ça marche? Alors évidemment, je vois derrière cette question-là, c'est celui qui pose la question, mais quel est son critère pour dire que ça fonctionne? Est-ce que les bénéfices ont augmenté? Ça, c'est une des questions qui revient aussi par la suite. Ou bien pour vous, comment est-ce que vous définissez que ça fonctionne et que quelque part c'est mieux qu'avant? Le SPF n'est pas appelé à faire des résultats. Par contre, doit être de plus en plus efficient. On a de moins en moins de budget pour recruter, donc ça veut dire qu'on doit faire une répartition de la charge de travail plus importante. On a de plus en plus de coupes budgétaires aussi depuis maintenant 2014, donc on doit faire, pour paraphraser quelqu'un, plus avec moins. Et donc,
Oui, là, quelque part, je pense qu'il y a une amélioration sur l'efficacité et l'efficience. Prouvable, non. Je dis, à la rigueur, je m'en fous, parce que le nombre de plaintes n'a pas augmenté et que quelque part, l'échec et le droit à l'échec va permettre de rectifier le tir au fur et à mesure. Par contre, en termes de bien-être, de gestion du stress, de gestion du burn-out, des mesures d'engagement, de reconnaissance et de valorisation, ça, c'est impayable, c'est extraordinaire. Il y a un vrai résultat. Il y a encore énormément de choses à faire, mais quand je regarde les mêmes questions qu'on a posées en 2012 et les questions qu'on les a posées en 2016 et avec l'enquête Gallup qu'on a fait en fin 2017, les résultats sont excellents. On a un taux d'absentéisme le plus bas depuis des années à 4,86. La moyenne est de 6,80 au fédéral et de 17% en région wallonne. C'est pas moi qui le dis. Hein. Donc oui, il y a un gain là, et effectivement, à tout niveau, pour le niveau du bien-être. Au niveau de Decathlon, donc, je vous disais, la démarche a démarré en 2014. Si je prends le groupe Decathlon, les 4 dernières années ont été les meilleures de l'entreprise en termes économiques. Si après je parle de Decathlon Belgique, je vous ai dit tout à l'heure, ou je pense que c'est Pierre qui l'a dit, on est plutôt un pays reconnu comme ayant peut-être avancé un peu plus vite que les autres. Est-ce qu'on va mieux que les autres ? Non, on ne va pas mieux que les autres. Donc en toute transparence, on ne va pas mieux que les autres. Par contre, la certitude que j'ai, un peu comme Quentin, c'est qu'on a constaté pas mal de gens qui vivaient mieux leur métier. Pas tous. À 3000, évidemment, vous trouverez des gens qui ne sont pas plus heureux, mais il y en a aussi beaucoup qui sont plus heureux. Et moi, ce qui m'a peut-être le plus marqué ces dernières années et ces derniers mois, c'est quand je vois des gens qui témoignent, qui disent je suis ici et je suis vraiment là, vous voyez la vraie personne, je n'ai pas un masque, je ne suis pas sur le parking avec une autre personne. Et ce travail de vraiment l'authenticité, ça ne se mesure pas, mais je peux vous dire qu'on le ressent. On le ressent. Et encore une fois, dans la transparence que j'aime donner, c'est que la première ligne, le chiffre d'affaires n'est pas moins bon que les autres pays, il va plutôt bien. On a nos clients nous plébiscitent, merci d'ailleurs pour ceux qui sont clients dans la salle. Mais par rapport aux résultats, la gestion des frais, c'est quelque chose sur lequel on doit progresser. Parce que justement, c'est une difficulté quand il n'y a plus des gens peut-être hiérarchiques qui viennent dire « attention, tu es en train de dépasser tes frais ». Et là, on vit ça en ce moment. Donc, je ne vous cache rien. On vit ça en ce moment. Comment, ensemble, on arrive à gérer nos frais de manière la plus exigeante possible. Comment on fait en sorte qu'on s'entraide. Encore une fois, sans un patron qui vient dire « attention, Mathieu à Wavre, tu dépasses tes frais » ou « Tartampion à l'autre magasin ». Et donc là, c'est une nouveauté qu'on vit. Et comme quoi, c'est un projet. Donc, c'est un processus qui n'est jamais fini. Et on continue à vivre des expériences. Pour terminer en beauté, je vais vous donner un challenge à tous les 4. Il me reste 4 questions de François qui n'ont pas été répondues. Donc je vous donne 45 secondes par question. Donc Frédéric, le risque de casser le jouet quand tout va bien, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que donner de l'autonomie à des gens qui ne semblent pas très compétents pour l'apprendre, moi ça me paraît dangereux, disait François. Je suis finalement beaucoup mieux formé qu'eux pour décider. Alors, quand Decathlon a démarré cette démarche, Decathlon est très bien. Donc, on a pris, on peut considérer, certains ont dit ça en interne, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites, les actionnaires, à nommer Michel, qu'est-ce que vous faites à vouloir faire autrement alors qu'on va super bien ? Mais je pense que Michel avait compris quelque chose, c'est que le monde, et je ne vous apprends rien, est un monde qui change extrêmement vite. Un monde où une nouvelle technologie arrive en permanence. Nous étions 85 000 Decathlon, nous sommes 85 000. Évidemment, une entreprise de 85 000 est lente quand elle est organisée avec 12 niveaux hiérarchiques. Or, Michel disait, il faut absolument qu'on soit beaucoup plus agile, il faut absolument qu'on soit capable faire preuve de beaucoup plus de résilience, de pouvoir s'adapter plus vite. C'était le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'était les équipes. Nous avons des équipes qui nous disaient, moi, quand je travaille ma vision à 10 ans, quand j'imagine comment je voudrais être dans 10 ans, la première chose qui apparaissait, c'est faire ce que j'aime. Faire ce que j'aime. Donc sur base de ces deux mouvements, il y a eu une évidence, c'est qu'il fallait que nos vendeurs, dans nos magasins, décident de tout, ou quasiment de tout, puisque c'est eux qui sont en face du client. Et donc, il fallait complètement qu'on change l'organisation de l'entreprise et qu'on travaille sur le middle management notamment. Et donc, c'est plutôt pour éviter que le jouet se casse dans le futur, si on fait... Merci. Quentin, le CEO est-il plus heureux ? Quand la société grandit, la liberté diminue pour le CEO ? Est-ce que ici, le CEO est plus libre
quand il applique ce chemin de libération. Qu'en est-il? Qu'est-ce que tu en penses? On se sent excessivement seul, démuni, on doute de tout. C'est épouvantable, d'autant plus que contrôler, donner des instructions, des injonctions, c'est tellement facile, mais tellement peu valorisant. Donc, comme je l'ai dit, 80% de merde, et puis tout d'un coup, il y a une fulgurance qui arrive, je dis, j'y suis, parce qu'en fin de compte, c'est la personne qui me renvoie le résultat de mes inquiétudes perpétuelles depuis maintenant 5 ans. Et ça, il n'y a pas de prix, et c'est extraordinaire, c'est ça qui me fait encore évoluer. Est-ce que je suis Chief Happiness Officer? Pitié, on oublie cette terminologie débile. Je ne suis pas Dieu. Non. Le but, c'est de créer un contexte permettant d'évoluer. Et puis, ben voilà, et on y arrive, et on se plante ou on ne se plante pas. Mais on se sent très, très, très seul. Mais le merci des collaborateurs est extraordinaire. Et il n'y a que ça qu'il faut rechercher, en fait. On sent des messages pour d'autres ministères. Comment fait-on avec les nouveaux, Jacques, en termes d'évaluation également? Comment ça se passe? 45 secondes. Les nouveaux, c'est la nouvelle énergie dans l'entreprise. Donc, c'est ceux qu'il faut absolument soigner parce que c'est le fuel pour continuer. Et je m'en suis rendu compte relativement récemment, donc je parle d'expérience ici. Je me suis rendu compte que finalement, il y avait en 3 ans sans doute une 50aine de personnes qui étaient rentrées et qui finalement apprenaient les choses par bouche à oreille et qui donc n'avaient pas une vue très claire de pourquoi tout ça, pourquoi ça et pourquoi tout à coup on parlait de libération d'entreprise. Et donc je me suis rendu compte, mince alors, mais ça c'est mon rôle, il faut absolument que je rattrape tout ça. Je dois donc parler aux nouveaux entrants. Et donc, on a fait ça ici récemment pour les dernières entrées dans les 12 derniers mois. Je dois encore faire ceux d'il y a 24 mois et ceux d'il y a 36 mois. Parce que c'est les gens qui sont les plus envieux de savoir ce qui se passe. Parce qu'on les a engagés justement pour leur état d'esprit. On ne les engage plus pour leurs compétences. La première chose pour laquelle on les engage, c'est leur personnalité. Parce qu'on sait... Et donc, évidemment, que les collègues recherchent des gens avec lesquels ils vont pouvoir travailler. Bien sûr, ils ont mis un profil, parce qu'à l'extérieur, on ne sait pas dire « Viens, tu vas aller dans une entreprise libérée. Et c'est quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais faire ?» Donc, il faut faire un profil, il faut faire une description de fonction. Mais dès qu'ils rentrent, on leur dit « Écoute, voilà, tu vas travailler avec nous, et nous, on t'a pris pour telle compétence et telle chose. » Donc, il faut absolument qu'ils sachent dans quoi ils s'engagent et pourquoi on les a choisis. Donc, pour moi, les nouveaux, c'est le fuel qui rentre dans l'entreprise chaque fois. La dernière question sera pour toi, Geoffroy. Un énorme travail de documentation, ça coûte très très cher. C'est un overhead énorme. Qu'as-tu envie de dire à François à ce sujet-là? J'ai d'abord envie de remettre en question la première partie, un énorme travail de documentation et l'utilité de cet énorme travail de documentation. Chez nous, je vais être très clair, c'est une quête. Quelle est la documentation qui est pertinente, quelle est celle qui est non pertinente. On a tenté pas mal de trucs, on n'a toujours pas trouvé la manière de faire. On a essayé différents logiciels, des gouvernances, des machins, des trucs, des broles dans tous les sens. La seule documentation qui, moi, me paraît pertinente, c'est celle qui est mise à jour spontanément par les personnes parce qu'elle est utilisée, elle est utile pour eux. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas trouvé cette manière de faire. Et en tout cas, non, je ne suis pas du tout attaché à une documentation pour documenter. Et pour vous montrer le type de recherche qu'on fait, la dernière tentative qui est en cours, qu'on est une boîte d'informaticiens, un peu geek, un peu orienté jeu quand même aussi, on est en train, Isabelle pourrait peut-être en dire plus, donc si vous avez des questions, vous lui posez la question à elle, qui travaille sur les outils de la culture de la société. On est en train de revoir comment partager des informations sur la culture sous forme plutôt à l'image d'un jeu avec des quêtes où on fait des guildes et vraiment le mettre dans un état d'esprit gamer. Voilà, nous c'est la prochaine tentative qu'on va essayer de faire pour essayer de documenter autrement pour que ce soit utilisé et vivant, mais surtout pas de la doc pour avoir de la doc. Et je pense que c'est là-dedans que va aussi par exemple la norme ISO. C'est fini la documentation pour le fait de documenter.
Donc je pense qu'il y a aussi une trame de fond dans des normes et dans des certifications qui sont positives dans le même sens.